Bonjour, ici Guillaume Dubé, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. PASSORTITUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 115e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis avec un gars qui fait ça depuis longtemps, qui a de l'expérience, qui revient tout juste de l'UTMB. Contrairement à Martin Dagenet, on n'a pas nos vestes, là, on n'est pas allé jusque-là une deuxième fois dans l'épisode, mais Guillaume Dubé, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci de me donner l'opportunité, puis pour moi, c'est un privilège de partager ce moment-là avec toi. Ben écoute, c'est un privilège partagé. On se connaît pas, on n'est pas des amis dans la vie, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je sens qu'on se croise, on s'est croisés quelques fois cet été, puis on a jasé un peu après le QMT qu'on a terminé, je pense, à quelques secondes l'un de l'autre, sans jamais s'être croisés de tout le parcours. Puis j'ai tout de suite senti, j'aime beaucoup ta vibe. Je pense que t'es quelqu'un qui est posé. Puis tu me disais avant qu'on enregistre que t'es un peu gêné et tout, mais tu sais, pas sorti du bois. Le but, c'est d'aller rencontrer des gens, puis on jase à la bonne franquette. Je cherche pas des gens extravertis qui vont donner un show. Le monde veut juste t'entendre, puis je suis convaincu que ce que tu vas raconter va être intéressant parce que t'as un parcours vraiment intéressant. Je le disais, c'était vraiment drôle au QMT parce que quelques semaines avant, je parlais avec Nicolas Dan qui me dit « Hey, je vais être au QMT, je paye un de mes bons chums. » Je pense que vous êtes un peu le même calibre, tu sais. Fait qu'ils disent « On va sûrement se croiser sur le parcours, on courra ensemble à 4 avec Dom, mon pacer, toi, Nico et tout, ça va être malade. » Finalement, on ne s'est jamais croisés. Et on s'est croisés à... Je t'ai vu avec les jambes en l'air. C'est vrai. En fait, je suis arrivé pas à mi-parcours, mais je suis arrivé au kilomètre 80, un peu avant toi. Puis toi, t'es reparti plus vite que moi. Puis on s'est jamais croisés sur le parcours, puis on a fini à 30 secondes. On aurait pu courir, on aurait pu passer plein de bons moments ensemble sur le parcours, mais c'est jamais arrivé. Puis une autre course que peut-être que tu ne savais pas, là, mais Gaspésia l'année précédente. Ouais. Je pense t'as fini comme une minute, même pas après moi. Là. J'ai traversé l'arrivée avec un gars, Yannick, que j'avais comme croisé pendant la course, puis t'es arrivé tout de suite après aussi. Ah, c'est quand même très drôle. Clairement, on pourrait juste courir ensemble puis avoir le même beat. Ben là, maintenant qu'on va partager un excellent moment autour d'un café, autour d'un micro, fait que là, la prochaine fois qu'on s'aligne sur une course ensemble, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ah, ça serait cool. Ouais. Avant qu'on se lance dans les grandes discussions, on est le matin, on a fait une entrevue lève-tôt. Bien sûr, on n'a pas sorti de la bière Noctem, on est avec du bon café Capic 1. Je remercie Ray, je remercie François, leur équipe qui sont le fournisseur de café officiel du podcast. On a des belles tasses en plus, fait que ça va être ça qu'on va boire aujourd'hui. La bière Noctem, ça sera pour une autre fois, ça sera pour une ligne d'arrivée. Et le café est très bon. Ah bon, ben c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Guillaume. Avant qu'on entre dans tes récits de course, parce que tu en as plusieurs, puis tu as vécu sans aucun doute des grandes choses cet été sur l'UTMB et sur plein d'autres courses, j'ai envie qu'on recule un peu puis qu'on apprenne à te connaître, toi, l'homme avant le coureur. Parle-nous de toi, ce que tu fais dans la vie, comment le sport est entré dans ta vie. Je suis originaire de Rimouski, j'ai grandi à Rimouski. Jeune, je jouais au hockey, genre. Puis mes parents étaient pas très fortunés, fait que dans le fond, il fallait qu'un peu je choisisse le sport que je voulais faire. Le ski m'aurait intéressé. Il y a peut-être d'autres trucs aussi, mais j'étais jeune, j'étais un mordu de hockey. Là. Je veux dire, il y a des photos à 2-3 ans que j'avais tout le temps mon livre de Maurice Richard, et ainsi de suite. Là. Fait que ça, j'ai joué au hockey genre jeune. J'ai déménagé à Montréal pour le travail. Puis j'avais arrêté de faire du sport, genre. Puis je me faisais juste courir une fois de temps en temps pour... me donner bonne conscience parce que je fêtais beaucoup, puis ainsi de suite. Là. Puis, à un moment donné, j'ai recommencé à jouer au hockey.
à Montréal. Ça, je me suis mis à la course. Puis, tu sais, j'avais fait un demi-marathon, genre pas de monde, tu sais, un peu tout croche, là. Puis, un de mes excellents amis, qui est un de mes collègues de travail, Martin Côté, qui a 20 ans de plus que moi, tu sais, il y a un running gag entre nous, là, genre au travail, moi je travaille au bloc opératoire au CHUM, puis on dit toujours que c'est mon père spirituel, puis il dit que je suis son fils spirituel, puis le running gag, c'est que je regarde Martin, je fais complètement l'inverse que lui, puis tout va bien. Puis en même temps, je pense que pour bien des gens, la relation père-fils ou mère-fille, il y a un peu de ça aussi. On aime s'inspirer de nos parents pour certaines affaires, mais on aime, je pense que l'être humain est fait pour aller un peu à l'opposé de ce qu'on a vu. C'est notre petit côté rebelle pour bien du monde de mes parents ont fait ça comme ça, je vais faire l'opposé. Fait que peut-être que même cette relation spirituelle-là se poursuit même dans la rébellion de Guillaume à ne pas suivre Martin. J'avais pas réfléchi à ça, mais effectivement, sûrement que t'as raison. Puis, tu sais, puis Martin, je veux dire, c'est un intense. Genre, jeune, il a fait l'équipe canadienne, genre championnat du monde de boxe, ainsi de suite. Il était champion canadien. Fait que tout ce qu'il fait, il fait genre à 150%. Là. Puis j'admire ça de lui. Je veux dire, il y a une naïveté puis une beauté genre de la vie qui fait que moi, je suis peut-être plus genre tempéré ou dans mes émotions, peut-être plus réfléchi. J'analyse beaucoup plus. Puis ça, tu sais, il m'a sorti un peu de ma zone de confort, puis il m'a amené dans son sillon. Là. Fait que j'ai commencé à courir avec lui, c'est de faire des demi-marathons. Maintenant, il me dit genre, OK, dans une couple de mois, il y a un demi à Vegas, on s'en va là-bas. J'étais comme, OK, je suis comme, OK, go. T'sais. Mais c'est sûr que ça serait pas venu de moi. OK, cette impulsivité-là, c'est comme lui qui t'a amené là-dedans de faire des décisions sur des coups de tête. Là. Exact. C'est le premier marathon, les deux, on l'a fait ensemble, genre 38 km, là, à un moment donné. J'ai fait comme, je me sens mieux, je vais accélérer un peu. Mais on a couru, on jasait au même pace, on s'entraînait ensemble. Fait que clairement que dans mon parcours de coureur, c'est une des grandes raisons pourquoi que je suis assis devant toi aujourd'hui, c'est grâce à lui, là, puis je le remercie. Puis c'est dans mon processus par rapport au trail et ainsi de suite, lui aussi c'est ça, il est important. Je veux dire, ma première course de trail, c'était Bromont 55. Je l'ai fait avec lui, je veux dire, on a couru du début à la fin, on a dit, on court ensemble, genre en chum, puis fait que je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça dans le parcours, mais ça, mon début de course a commencé un peu grâce à lui. Là. Ah, c'est une figure marquante dans le fond de ma vie, c'est sûr. Tu parlais de demi-marathon, marathon, puis lui, est-ce qu'il était déjà un peu dans les sentiers ou vous avez fait cette transition-là vers le trail ensemble? Ben lui, il est beaucoup dans le vélo de route. OK. Puis tu sais maintenant, vélo de route, triathlon, il est coach en triathlon. Tu sais, il a sa gang, ainsi de suite, là. Fait que, tu sais, il est 100% intense dans tout ce qu'il fait. En vélo, genre, c'est une machine aussi. Tu sais, il a fait Canada Man, ainsi de suite, là, tu sais, des Ironman, tu sais, des gros triathlons. Mais tu sais, la course, on a avancé ensemble. Puis le trail, c'est juste un moment donné, c'est OK, on a fait des marathons, on veut juste aller plus loin. Hey, le trail, ça a l'air la nouvelle patente qui est cool, on va aller essayer ça. Puis c'est ça, on avait fait Bromont 55. Ça a commencé comme ça. Fait que Bromont 55 en chum en 2016, puis après ça, t'as pas chômé, parce que déjà, un 55 en partant, quand t'as un background, que t'as déjà fait des marathons, j'ai l'impression que c'est une transition. Tu sais, le 50K est la porte d'entrée du trail quand tu veux pousser dans le long, bien sûr. C'est pas correct de pas vouloir le faire, mais quand tu as un background de marathon, passer de 42 routes à 55 trails, c'est un gros step, mais c'est naturel, je pense, comme transition. Par contre, 2017, là, t'as pas chômé dans cette transition rapide-là quand je regarde ce que t'as fait. Là. C'est un peu niaiseux en soi. Fait que les gens, prenez pas de notes sur cette section-là, mais on va quand même en parler parce que je trouve ça intéressant. Puis il y a tellement de monde, moi inclus, qui l'ont fait de se pitcher vite dans des distances. Moi, c'est pas tant les distances que j'ai augmenté rapidement que la quantité de courses. D'aligner 3 courses de 50 kilos en 6 semaines. Je l'ai fait ça. J'étais comme, hey, je suis à l'aise dans le 50, mais en faire plusieurs, mais c'est cave. C'est pas une bonne chose. Toi, ça a été dans des longues distances rapidement. Je regarde 2017, 100, 125, 160, bang, 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 en 3 mois, 3 courses de 100 kilos et plus. Mais tu sais, il y a une histoire qui explique un peu ça. Là. Le 100 kilos, c'était l'Ultra Trail du Mont-Albert à l'époque, là, qui ont perdu leur accréditation suite à la course. Cette année-là? Cette année-là. Ouais, c'est ça, c'est 2017, c'est vrai. Donc, c'est encore Martin qui me dit genre, OK, on va s'inscrire à un 100. Je suis comme, OK, c'est bon, on va... C'est 55 Bromont, on l'avait fait ensemble. Moi, ça avait pas été si difficile en soi, là. Je veux dire, je pense que je suis capable, d'encaisser. Puis c'était comme plus de 6 mois plus tard. On va s'entraîner cet hiver, puis ainsi de suite. Puis
encore une fois, on est partis ensemble, puis tu sais, genre Bromont versus les Chic Chocs. Moi, j'ai grandi à Rimouski, j'étais allé souvent faire de la rando quand j'étais jeune avec ma mère. Ensuite, c'est le Mont Zalibu, je l'ai fait genre à 10-12 ans, puis c'est un univers que je connais très bien, tu sais, avec des amis, c'est genre 17-18 ans, on réservait des refuges dans le temps des fêtes, puis qu'on montait en raquette au lac Cascapédia, puis on allait genre essentiellement faire fondre la neige pour faire du jus avec la poudre qu'on avait amené pour faire des cocktails, là, mais tu sais, on se rendait en raquette avec notre stock. Il y avait quand même du sport avant l'autre sport qui est la descente de la bière. Mais tu sais, je connaissais très bien le parc. Ouais. Tu sais, je savais que ça allait être technique, mais je me souvenais pas que c'était aussi technique que ça. Puis en rando technique, tu sais, je veux dire, tu progresses quand même, là, mais en courant, c'était genre n'importe quoi, là. Je pense que la vitesse de croisière en rando dans du technique versus du plus roulant, la différence est moins grande qu'à la course où justement tu pars d'un Bromont qui a des portions assez roulantes, puis les portions les plus montagneuses sont quand même roulantes. C'est un autre défi Bromont. Tu arrives dans probablement ce qu'il y a de plus technique au Québec, là. Ouais, totalement. Je veux dire, c'est... Tu sais, j'ai retourné cet été, on s'est écrit, on était au même moment, dans la même place. On s'est manqué, comme dans des courses, là, on s'est manqué quand on était dans le même parc au même moment, mais oui, c'est rough. Mais tu sais... Puis tu sais, mettons, la première journée que moi j'ai fait, non, la deuxième journée que j'ai fait le Mont-Albert, il pleuvait, c'était genre exécrable. Et sérieusement, je suis tombé genre 8 fois, là. Je veux dire, les roches, c'était comme du savon. Je veux dire, ça... Bref, c'est vraiment rough. Grosso modo, là. Et, fait que finalement, on fait la course. Ma blonde, elle me fait une surprise, elle devait pas être là au 75e kilomètre à la Cascapédia. Puis il était comme 8 heures environ le soir. Et là, j'ai dit, ben, on se revoit à la fin, je vais être là vers minuit, 1h, tu sais, je pense, environ. C'est ton évaluation selon ton pace, hein? Sauf que là, en montant sur le Mont-Albert, mais là, il y a une tempête qui se lève, puis finalement, tu sais, faire ça vite, là, tu sais, rafale de vent à 90-100 km/h, brouillard, grêle, j'étais en short avec mon coupe-vent, je veux dire, on gelait, on voyait absolument rien où est-ce qu'on allait, puis tu sais, quand on parle d'équipement obligatoire, quoi que ce soit, tu sais, moi, j'étais comme... c'est des batteries d'extra, genre pourquoi? C'est ma lampe Black Diamond à l'époque, ça prenait 3 batteries 3A. J'avais acheté un pack de 4, et dans le fond, j'avais juste une batterie d'extra, mais quand j'ai manqué sur le Mont-Albert dans la tempête, genre de mes batteries, là, je me trouvais genre stupide un peu, genre. Couverture de survie, j'étais comme à quoi ça sert, mais finalement, genre c'était très important. Surtout que le Mont-Albert, c'est ceux qui connaissent moins, c'est un plateau au top. Tu t'imagines un des plus hauts sommets au Québec, c'est un pic, t'arrives en haut, tu redescends, mais non, t'arrives en haut, puis t'as un long plateau en altitude pour aller pogner à la descente. C'est très long, fait que quand il fait pas beau, c'est long, c'est tough longtemps, là. Fait que tu sais, mon père spirituel était blessé, il avait mal aux pieds, ensuite, puis il y a des lunettes, il pleuvait, fait qu'il voyait absolument rien. Fait que en gros, on arrivait à un drapeau, puis il y en avait qui étaient même partis au vent parce qu'à cause des rafales de vent. Fait que là, je le laissais un drapeau, j'avançais à l'aveugle, tu sais, en gauche-droite, essayer sur le plateau, trouver le prochain flag. Je venais le rechercher, on avançait, on progressait genre de drapeau en drapeau. Puis un moment donné, on a vu des lampes au loin, genre arriver, puis j'étais comme, ok, il annule la course, hein, je veux dire, c'est trop... Finalement, tu sais, on avait, sur le plateau, on est revenu sur nos pas sans s'en rendre compte. Fait que là, tu des flags, mais... Ouais, mais fait que, à un moment donné, j'ai sûrement repris le même flag en cherchant. Et fait que là, à 6, on a été capable de traverser le plateau. Fait que tu sais, j'ai fini la course en 24 heures. Mais tu sais, j'ai fini la course, puis j'avais pas le sentiment... Tu sais, je veux dire, j'ai eu peur. Honnêtement, on a eu peur pour notre vie d'une certaine façon, là, mais tu sais, j'avais pas le sentiment que je m'étais dépassé dans mes capacités physiques ou le challenge sportif, quoi que ce soit. Puis, tu sais, 1 mois et demi plus tard, 2 mois, il y avait Arikana. Puis, tu sais, comme, ok, tu sais, je veux dire, je me suis entraîné pour un 100, je l'ai fait. J'ai fait 24 heures de course, je suis capable de faire Arikana. Fait que là, je pars la course, ainsi de suite, je m'en vais là-bas tout seul. Ma blonde était pris pour le travail à Montréal. Finalement, tu sais, je complète la course, ainsi de suite. Mais pendant la course, je parlais avec du monde. Puis là, il y en a qui me parlaient des points ITRA. Puis je savais pas c'était quoi. Puis là, ils me disaient genre, tu peux aller faire l'UTMB puis Western State. Je savais absolument pas c'était quoi, là. Je veux dire... Pendant la course, t'apprenais ça? Ouais. Moi, j'allais juste là, genre, pour courir. Puis genre, me challenger en soi, là. Fait que là, après la course, je reviens à Montréal, puis tu sais, je regarde sur YouTube, genre les vidéos. Puis t'avais les vidéos du Mont Blanc avec Nike, là, cette vidéo-là est épique, là. Zach Miller, ainsi de suite, là. Fait que là, je suis comme, oh my god, man, ça a l'air incroyable, là. Je suis comme, ok, il me manque 5 points. À l'époque, ça prenait 15 points en 3 courses. C'est ça. Le système a changé. On peut l'expliquer juste pour ceux qui connaissent moins, mais à l'époque, jadis naguère, quand c'était pas l'UTMB World Series, les points, mettons, les courses qualificatives au Québec avaient à peu près toutes des points.
Puis un 100 000 était 5 ou 6 points selon le degré de montagne. Un QMT 50 était un 3 points versus d'autres 50 moins montagneux, c'était 2 points. Puis pour se qualifier, par exemple pour l'UTMB, à l'époque, quand tu regardais ça en 2017, ça te prenait 15 points en 3 courses. Fait qu'il faut que tu fasses 3 courses de 5 points ou une qui a 6 mais une autre qui a 4. Mais ça t'oblige à faire grosso modo 3 courses de 100 kilos et plus en une seule saison. Puis eux, c'était leur façon de savoir que tu étais prêt. Puis après ça, on diminue un peu, puis c'est devenu 2 courses 10 points. Sur 2 ans. Sur 2 ans. Fait que c'est ça qui était plus logique en soi. Exactement, parce que 3 courses 15 points dans la même saison, c'est ardu, mais le système a changé en cours de route. Mais toi, 2017, tu vois l'UTMB, tu te dis je veux faire ça, ça te prend 3 courses 15 points. Ouais, fait que là, je regarde les vidéos, je suis comme, ok, je veux faire ça. Ouais. Puis là, je suis comme, tu sais, je lis les règlements, quoi que ce soit. Fait que là, au Québec ou genre au stage de la côte Est, la course qui me donnait 5 points avant le 31 décembre pour closer l'année. Fait que je fasse une course. Fait que là, je vois Bromont 160, comme 6 points, comme parfait, on va faire ça. Puis tu sais, j'avais une belle naïveté. T'sais, je respectais pas, tu sais, la patente ou tu sais, la course en soi, là, je veux dire. Puis pendant longtemps, j'ai pris pour acquis que, tu sais, je faisais les courses, j'avais jamais de DNF, puis je finissais toujours. Je respectais pas tant tu sais, c'était comme acquis. Je partais le matin, puis je savais que j'allais finir. Ouais, c'est comme une certitude. Puis c'est pas ça, genre. Mais bref, fait que c'est ça, fait que ça finit que j'ai enchaîné, j'ai fini Bromont 160. Je me suis inscrit au tirage au sort, j'ai pas été tiré. J'ai pas été tiré la deuxième année. J'étais vraiment déçu. J'étais quasiment sûr, tu sais, avec les pourcentages, j'ai comme 75% des chances d'être tiré. Oui, la deuxième fois. J'ai pas été tiré. La troisième année, c'était le COVID, ça a été annulé. Puis là, tu sais, un peu comme dans ta situation, j'ai décidé de la prendre la deuxième année, travaillant dans le milieu médical. À l'époque, quand on devait prendre la décision, on parlait genre de confinement, quoi que ce soit. Puis j'étais comme, même s'ils font la course, je veux pas le faire avec un masque ou... Ouais, on savait pas, tu sais, fallait prendre la décision en janvier pour la course qui était au mois d'août. Puis on parle de janvier 2021. On est dans la deuxième vague, je pense, troisième vague. C'est des contraintes pires que pires. C'était pire qu'au début de la pandémie. Là. Ben, pire dans le sens que c'était plus contraignant encore. Le masque à l'intérieur. On était dans un temps des fêtes où on voyait pas nos familles. Puis là, il faut que tu prennes la décision. Est-ce qu'au mois d'août, je vais aller me pitcher dans un avion, traverser l'Atlantique? En ce moment, c'est quasiment absurde parce qu'on sait que voyager, ça se fait bien en ce moment. Mais recule d'il y a un an et demi, 2 ans. Puis on peut pas concevoir que ça allait être simple de se rendre en voyage là-bas. Puis après ça, comme tu dis, tu travailles en santé. Je suppose qu'il y avait aussi mon employeur nous permettait pas. Ouais. Il nous disait que dans le fond, si on venait puis qu'on attrapait la COVID, c'était à nos frais, là, l'isolement. Puis tu sais, je me disais, si je travaillerais en télétravail, quoi que ce soit, ok, fine, mais je veux dire, moi, il faut que je sois genre en salle d'opération, à faire de l'imagerie pour des patients, quoi que ce soit, je peux pas faire ça à la maison. C'est ça. Fait que j'étais comme, tu sais, le choix est facile. Ouais, c'est sage. C'est ça. Fait que là, tout avait été pigé, dans le fond, en janvier 2020, édition annulée, reporté. Entre-temps, on a jumpé vite, mais t'as refait du QMT 100, Arcana 125, Bromont 160, tu l'as fini plusieurs fois. 2 fois 160, abandonné 2 fois. Une fois, qu'une bonne anecdote, là, je veux dire, la deuxième année que j'ai fait le 160, j'ai genre des problèmes, genre... Dans la semaine, c'est un peu les élections comme cette année, dans le fond. Là. Puis le frère de ma blonde était venu à la maison avec sa petite fille. On regardait de la soirée des élections. La petite fille vomit. J'ai su le vomi, quoi que ce soit, avec vu qu'elle était malade. Et dans la semaine, je file pas de temps, mais c'est correct. C'est sûrement que j'aurais combattu le virus, pas faire un 160. Mais tu sais, en commençant à courir, je le file pas bien. Premier ravito à P5, j'ai dans ma blonde. Je le sens pas, genre. Je me sens bizarre. Puis genre, peu de temps après, là, je me suis avoir la diarrhée, genre, dans le bois, là. Je veux dire, j'ai comme 3 fois avant d'arriver au Lac-Guel. Puis là, Lac-Guel, j'étais genre vert, ça allait pas, je filais pas, puis ainsi de suite. Puis là, ma blonde, elle me donne genre un bonbon de gingembre. Elle dit, ça va passer, quoi que ce soit. Puis là, elle me compte comme ses parents, ils avaient été en France, puis dans le village de Xavier Thévenard. Puis là, il avait été cogné à la porte de son frère, puis il avait donné mon numéro de téléphone au frère de Xavier Thévenard pour qu'il m'appelle. Puis là, elle me compte ça, puis j'étais comme genre, je sais pas pourquoi, mais j'étais genre sur une bulle, là. Puis là, j'étais comme, ok, Xavier Thévenard va m'appeler, puis nanana, puis là, je suis reparti, genre. Mais... Motivé par Jean-Marie et Xavier Thévenard, c'est malade. Ouais. Puis ça finit que... Ils t'ont-tu appelé? Jamais. mais mettons qu'il écoute, parce que peut-être qu'il te suit de loin. Je pense pas, non. On pourrait lui dire 2 choses. De un,
appelle Guillaume, ça serait smart. De 2, Guillaume va donner mon numéro, puis on va pouvoir s'appeler pour faire un épisode ensemble. Parfait. Autant avec Jean-Marie Xavier. Les deux, c'est des coureurs exceptionnels. Fait que l'invitation est lancée, messieurs Thévenard. Fait que, tu sais, malade, genre diarrhée, ça va pas, tu sais, je me déshydrate par la force des choses, mais genre, je suis sur une ballonne, là. J'étais chez Bob, dans la deuxième portion. boucle, j'étais rendu 4e. OK. Ce qui n'est, genre, 0 ma place. Puis là, Chris, t'as vraiment pogné une bulle? Parce Ouais, que 4e à Bromont... pendant, genre, je sais pas, des heures, je suis comme, hey, Xavier Thévenard va m'appeler. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai rien à lui dire, je le connais pas. Puis genre, ça roulait, mais genre, je sais pas, c'était la bulle Xavier Thévenard. Des fois, on a des réflexes, tu sais, tu le racontes là, puis les gens l'écoutent, puis c'est un peu absurde tout ça. Ouais. Mais quand t'es dedans, je comprends tout à fait le type d'état. Des fois, on a des bulles qui n'ont aucun sens. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Mais si ça t'a permis d'avancer pendant... Là, on parle de laguer chez Bob, c'est genre 40 kilos de temps. Tant mieux. Puis comme tu dis, le mot est bon, genre, il y a rien de rationnel. Je veux dire, on en parlait un peu tantôt, tu sais, avant. Faire d'ultra, il y a rien de rationnel aussi, non, là, je veux dire. Fait que, je veux dire, on est des bébites un peu spéciales. Puis, tu sais, des fois, ma blonde, elle me ramène sur terre, puis elle me dit... Tu sais, c'est de la normalité pour vous, genre les gens à qui tu t'entraînes, que tu parles, tout le monde fait ça, mais c'est pas normal de faire ça. Puis, tu sais, les gens qui font 5 km, c'est eux qui sont peut-être plus équilibrés psychologiquement, quoi que ce soit. Ben, ils disent là, que... Je me rappelle pas le chiffre exact, puis les gens vous m'écrirez parce que j'ai peut-être pas la bonne donnée, mais j'avais lu quelque part que de faire 3 fois 1 heure d'activité physique dans une semaine, c'est suffisant pour te maintenir en forme. Puis il y a un point où en faire plus que, mettons, 180 minutes de sport il y a un point où d'en faire comme nous, des fois des semaines de 10-12 heures de course, par exemple, d'autres c'est le vélo, t'es pas plus en forme. Le côté santé, cardiovasculaire et tout, il y a un point où à passer 180 minutes d'activité physique, t'es pas 2 fois plus en forme si tu fais 2 fois ça. Mais on le fait pour d'autres raisons. Puis je pense qu'il y a une approche, il y a une façon saine de faire de la course en sentier, de l'ultra aussi. Il y a des gens qui font ça pendant des 30-40 ans, qui réussissent à maintenir parce qu'il y a une approche saine qui se crée. Je pense que c'est facile de tomber dans l'autre côté complètement. Je vais prendre la balle au bon avec le possin dans 30 secondes. Juste finir l'anecdote. Oui. Fait que ça finit que chez Bob, je pars 4e. Puis là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, la voiture que toutes les lumières allument, genre dans le pas de dash, mais dans le fond, devant toi, là. Check engine, genre, tout a pété, là. OK. Genre, ça allait plus, là. Puis là, à un moment donné, puis j'avais comme 3 paisseurs parce que mon beau-frère devait me paisser, puis il est tombé malade, ainsi de suite. Fait que là, ma blonde, elle me prenait pour le 10 premiers kilos. Puis je veux dire, elle me traînait, là. Puis là, j'étais là, calme-toi, Speedy Gonzalez, là. J'ai comme, je suis plus là. Puis à un moment donné, elle était comme, ça va pas. Je suis comme, non. Elle est comme, t'as-tu besoin de tes points? Je suis comme, non. Elle est comme, on va arrêter, là. Ouais. Puis ça finit, tu sais, que je suis allé me coucher ce soir-là. J'étais clairement malade, là. Je veux dire, grelottais, température, le lit, le lendemain matin, était complètement mouillé. J'étais sur le cul pendant des jours. Fait que, clairement que c'était pas une bonne idée de prendre le départ cette journée-là, là, je veux dire. Mais, Xavier Thévenard m'a aidé à monter 4e dans une course. On le salue. Puis, tu sais, tu parlais de pas sain, quoi que ce soit. C'est dans mon processus de... Tu sais, l'UTMB était annulé. Puis là, tu sais, j'étais comme, OK, faut que je me regarde en forme, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis je me suis tout le temps entraîné seul, beaucoup. J'avais pas de coach. Un peu, je pense que c'est un peu de ton histoire aussi. Tu sais, on disait des livres, tu sais. À un moment donné, tu finis que t'as des bases, puis tu comprends les principes, mais je veux dire, comprendre les principes puis les appliquer, que ce soit dans n'importe quoi dans la vie, c'est un peu ça, là, je veux dire. Comme individu, j'essaie de devenir une meilleure personne, je sais que tel trait de caractère n'est pas bon, mais je veux dire, il faut que je travaille sur ça, mais de l'appliquer, c'est pas tout le temps facile, là. Donc, tu sais, je m'entraînais moi-même, puis que j'allais dire c'est devenu à un moment donné de moins en moins sain, puis tu sais, je regardais beaucoup, mettons, Strava, puis tu sais, puis des gens que je connais pas, mais tu sais, que j'admets, tu sais, mettons, par rapport à leur background, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. C'est sûr qu'à, mettons, professionnel, ainsi de suite, mettons, Anton Krupica, je veux dire, c'est mon man crush, là, je veux dire. C'est ton man crush. Ah, Nico t'appelle comme ça, Nico Dan, parce qu'on parlait de Nico tantôt, puis on était sur une conversation pendant l'UTMB. Est-ce que je te coupe? Oui, je fais une parenthèse, puis je te ramène la balle après. Mais Nicolas Fréret et moi, et Nico Dan, on était sur la même conversation suite à notre enregistrement la jasette de geek où on parlait de l'UTMB.
Puis ça a juste continué parce que moi, j'étais dans la course. Nico Dan suivait l'UTMB de Montréal, mais il la suivait vraiment mieux que moi parce que, je veux dire, moi, je me suis levé le lendemain de ma course, je sais aucune idée qu'est-ce qui se passe. Oh, Kylian est premier, OK. Mais lui avait comme fidé la conversation et Nico Fréret était sur le parcours de ravito en ravito. Fait que J'ai la eu la conversation... chance qu'il m'a accueilli. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, Nico nous écrit le dimanche. Moi, le dimanche, j'étais rendu à Courmayeur. Puis j'étais plus sur le site de l'UTMB. Puis à un moment donné, il nous écrit, il dit « Hey, le Anton québécois s'en vient, il y a personne pour l'accueillir, allez-y. » Là, je suis comme « Fuck, moi, je suis dans la vallée d'Aoste, je suis à 2 heures de route, je peux pas. » Puis Nico Fréret est allé t'accueillir, mais il t'appelait, tout ça pour dire qu'il t'appelait le Anton québécois. La longue chevelure. Ouais, peut-être l'histoire que tu es en train de raconter qui a un lien avec tout ça, je te laisse repartir. Non, parce que je cours souvent en chess, je sais pas, j'ai tout le temps chaud. Puis... Mais tu sais, je vous ai... Puis j'ai eu la chance, on croise plein de trucs, là, mais j'ai eu la chance de parler avant la course avec Marianne. Je veux dire, en termes de... Tu sais, je mélange 2-3 trucs, là, mais elle m'a aidé dans mon parcours pour l'UTMB en soi. Là. Je veux dire, elle a fait le camp d'entraînement Salomon, puis elle m'a donné beaucoup d'infos sur le parcours, faire plus attention à telle section. Puis après l'UTMB, une semaine après, on allait prendre une bière avec Yann, avec qui une partie que j'ai couru l'UTMB. Puis elle parlait genre des modèles, puis que les gens qui nous inspirent, ainsi de suite, puis que... C'est exemple, quand j'étais jeune, je tripais sur Michael Jordan, puis là j'ai vu The Last Dance, mais je me rends compte que c'est pas tant une bonne personne, puis tu sais c'est cool d'identifier ou de valoriser des individus, mais quand tu te rends compte que c'est des bonnes personnes, c'est encore plus. Ouais. Tu sais, elle me disait que Courtney Dauwalter, c'était son idole de course d'une certaine façon, puis qu'elle l'a rencontré. Puis, je veux dire, c'est une bonne personne. Fait qu'elle a pas été déçue de son idole. Ça a comme encore plus exacerbé cet amour-là, ou c'est comme ça, son girl crush, son man crush, quand tu rencontres quelqu'un, puis tu fais shit, en plus d'être inspirant comme athlète, en plus d'avoir l'air smart, il est ou elle est smart, c'est... C'est vrai, c'est pas fake pour la caméra, quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est quand j'ai commencé, mais tu sais, Anton, oui, puis... je dirais pas, j'ai un blanc, son ami qui est... Joe Grant. Joe Grant. Je veux dire, ces deux personnes-là, je veux dire... C'est le vidéo genre ultra pur qui était genre malade, que malheureusement YouTube a retiré. Je te l'enverrai, moi je l'avais... C'est bien. Je l'ai quelque part. Je te donnerai un petit $20 ça. Que t'as amené des croisés matin, ça va être parfait. On geek jusqu'au bout, mais ouais, cette vidéo-là est insane. Mais tu sais, je veux dire, les entrevues que j'ai entendues d'Anton, ainsi de suite, je veux dire, il y a une maturité, puis je veux dire, je m'identifie un peu par rapport à sa philosophie, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, bref, ces idoles-là, oui, mais tu sais, au Québec, revenant sur la mauvaise relation avec le sport, tu sais, je regardais beaucoup, mettons, Elliot Cardin, puis Cochon, puis tu sais, toutes les élites qu'on a, puis là, je me comparais, puis j'étais comme, OK, eux se lèvent à telle heure la nuit, ils font tant de kilométrage, quoi que ce soit, puis à un moment donné, je me suis mis à en faire beaucoup trop, puis tu sais, à me perdre un peu là-dedans, puis de perdre l'idée que c'est un hobby, puis que t'es là pour avoir du fun. Ouais. Puis je me mettais genre beaucoup de pression sur la performance, quoi que ce soit. Je me suis mis à faire des jeûnes intermittents, puis tu sais, avec ma job à l'hôpital, je fais des gardes. Des fois, je travaillais genre le jour, j'étais de garde la nuit, le lendemain matin, j'allais m'entraîner avant de... C'était vraiment plus sain en soi. Puis tu sais, même tu sais comme individu, je suis sûrement que psychologiquement, j'étais peut-être pas tant genre équilibré d'une certaine façon. Là. Fait que tu sais, je me suis mis des fois à moins manger parce que je me disais que si j'étais plus léger, j'allais être plus rapide. Puis, bref, tout ça a amené à Bromont l'année passée, que c'était la 4e fois que je faisais la course. Tu sais, j'avais plein de splits, ainsi de suite. Puis, tu sais, là, je voulais... Le meilleur temps que j'avais fait à Bromont, c'était 26h quelques, je me souviens plus, mais c'était entre 26 et 27. Puis, je voulais descendre comme 24 environ. Ouais. Puis, j'étais comme ça avec le build-up que j'ai, quoi que ce soit. Tu sais, j'étais confiant. Puis, tu sais, dès le début de la journée... Tu sais, j'étais arrivé genre surentraîné, c'est sûr. J'étais genre brûlé, fatigué. Je veux dire, j'ai quand même pas la shape du coureur traditionnel. Là. Je veux dire, je suis pas filiforme, quoi que ce soit. Là. Pas que je suis gros, mais je suis quand même massif. Fait que c'est sûr que si je mangeais moins que qu'est-ce que j'avais besoin, c'est sûr que je me tirais dans le pied aussi. Ouais. Puis ça finit que, tu sais, j'avais mes splits, puis tu sais, j'y allais conservateur par rapport aux années précédentes. Tu sais, je voulais accélérer. Puis tu sais, pour maintenir les splits des dernières années, à 26 heures, puis moi je les descends, j'étais genre pété là, puis ça allait pas là. Puis tu sais
genre même avant chez Bob, là, qui est le 30e kilomètre, genre, ish, là, 34-35, je sais pas, là, jusqu'au camp de base, je me suis battu mentalement, là, puis à un moment donné, j'étais comme, j'ai pas de fun, c'est un hobby, je devrais avoir du fun. Clairement, avec ma relation, il y a quelque chose qui se passe pas bien, là. Puis j'étais arrivé au camp de base, puis là, il y avait comme ma blonde, il y avait Martin, mon père spirituel, puis il y avait Nico Dan, Nick, mon excellent chum aussi, puis là, j'ai dit, genre, j'arrête, là. Je suis comme, mentalement, genre, je suis toasté, puis je pense que si je continue, il y a peut-être quelque chose qui va se briser, que ça va devenir comme une mauvaise relation par rapport au sport, puis ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se brise, puis que peut-être j'y revienne pas, quoi que ce soit. Comme, c'est comme trop dangereux, je m'avance pas là. Puis là, tu sais, j'arrive dans l'auto, puis tu sais, je leur dis, à ma famille, là, puis à Nick, puis à Martin, je fais comme, je pense que j'en fais trop, là. Je comme, s'il y a quelque chose que je fais, que ça marche pas, là. Puis les deux, ils m'ont dit, ben, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'en parle, puis tu sais, t'es un grand garçon, on te laisse faire, mais clairement que, qu'est-ce que tu fais, genre, ça marche pas, là. Tu sais, de faire du volume pour faire du volume, tu sais, j'étais plus dans les trucs spécifiques, dans des trucs logiques. J'allais comme courir le matin, j'étais tout le temps tu sais, j'avais pas de course relax, j'étais tout le temps à fond. J'allais courir tous les midis, des fois il faisait comme 35 à Montréal. J'allais courir dans le Vieux-Port pendant mon heure de lunch, tous les jours. C'était n'importe quoi, là. Puis tu sais, j'ai pris du temps pour décanter tout ça, puis tu sais, réaliser que j'avais comme un problème, puis tu sais, en soi, tu sais, j'ai demandé de l'aide à mes chums, puis tu sais, mettons, j'ai demandé à Nick qui m'aide dans mes plans d'entraînement, quoi que ce soit, puis tu sais, ça m'a amené un détachement par rapport à ma relation avec le sport, puis c'est comme si je mettais d'une certaine façon la responsabilité sur lui, mais tu sais, j'y fais totalement confiance parce que toi, Nick et Nicolas de Distance Plus, vous êtes les plus grands geeks de la course au Québec. Puis tu sais, Nick, tu sais, je le connais, je veux dire, nos blondes sont découragées, on se texte plus, lui puis moi, dans une journée qu'on texte nos blondes et vice-versa. On est des grands amis, là. Puis, tu sais, je veux dire, il connaît, genre, tout le côté, genre, scientifique du sport. Puis tu sais, on en parle souvent, tu sais, dans nos entraînements, quoi que ce soit, quand on court ensemble ou... je allais prendre un café, quoi que ce soit. Fait que tu sais, j'y faisais 100% confiance. Ouais. Puis c'est comme ça, je me déchargeais d'une responsabilité, puis c'est comme je mettais la pression sur lui d'une certaine façon. Ouais, puis je sais pas, est-ce que tu sentais quand tu faisais tes propres entraînements puis que t'en faisais trop, je veux dire, on l'entend depuis longtemps, puis tu parles de ton idole Anton. Anton, c'est quelqu'un qui a eu des grosses années à faire des volumes aucun sens, ce qui fait que il est passé à ça, à 1 pouce, ceux qui le regardent pas, il est passé à ça de devenir le plus grand trailer de l'histoire du trail, puis à la place, il a éclaté, puis ça fait 10 ans, 15 ans qu'il a pas fini une course, sauf Leadville l'année passée. Tu sais, ça, j'allais dire, mais la seule course qu'il a faite, il a fini 3e. Exact, mais le gars, en 2010-2011, il y avait personne à sa cheville à part Kilian, puis les deux étaient destinés à être les deux plus grands puis à se battre l'un contre l'autre pendant des années sur des courses. Western State 2010, Unbreakable, ce documentaire-là, c'est Anton à son apogée. Il était tout jeune à ce moment-là, puis l'apogée n'a pas duré parce que 350 kilos par semaine de volume a fait qu'il s'est blessé, puis ça fait 10 ans, 12 ans qu'il traîne des blessures. Bref, tout ça pour dire que quand tu étais ton propre coach, puis tu faisais tes propres plans d'entraînement, puis tu te faisais ce volume-là, y avait-tu de quoi au fond de ta tête que tu disais, je le sais que du volume pour du volume, c'est pas payant quand on voit les exemples qu'il y a eu, quand on voit maintenant le type d'entraînement, ou t'étais focus là-dessus? Je pense que c'était juste naïf en soi, je veux dire, c'était... C'est comme de faire 3 courses de 100 km et plus avec un 100 mètres la première année que tu fais du trail, je veux dire. Ouais. Puis pendant longtemps, je pense que, comme je le disais un peu tantôt, je respectais pas la patente, puis j'étais naïf, là, je veux dire, j'étais à la découverte, puis tu sais, j'essayais des trucs, puis... Mais tu sais, pendant longtemps, je me posais pas de questions, je savais que j'allais finir les courses, puis tu sais, à un moment donné, quand ça fait un DNF, pas parce que t'es blessé ou que t'es malade, comme que je te contais tantôt, mais parce que ta tête veut plus, puis que ton approche du sport est pas bonne, là, tu sais, je veux dire, ma vie, d'une certaine façon, puis sûrement un peu toi aussi, je veux dire, est enlignée sur ça, là. Oui. Fait que, tu sais, quand que t'es assise de quelque chose qui t'amène du bien, qui te valorise, puis que, tu sais, je veux dire, le trail, je veux dire, tout dépendant de notre personnalité, on fait tout ça un peu pour l'ego d'une certaine façon, de se prouver, de trouver notre place, ou de se challenger, quoi que ce soit, chacun nos raisons, mais c'est un peu ça pareil, là. On enligne tout en fonction de ça. Ouais, exact. T'sais, on met tout
pour que ça fonctionne. Puis là, quand tu te rends compte que ça fonctionne pas, ben c'est déstabilisant en soi, là. Je veux dire, ça fait peur. Puis tu dis ça fonctionne pour que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui doit fonctionner? C'est là qu'il y a aussi la question. Parce que il y a le bout de dire je veux faire des finishes. Puis tu sais, moi, la motivation qui vient encore de faire des courses, c'est que j'aime ça, ce processus-là. Puis le finish, je fais pas ça pour compétitionner, je compétitionne pas, je suis dans le mid-pack. Mais le finish est tu compétitionnes avec toi quand même. Oui, exact. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, le monde pense, vous faites des courses, donc vous compétitionnez avec d'autres mondes, mais c'est dur à expliquer pour des moldus qui sont moins dans le trail, mais ça reste que ça fonctionne, que tu dis, faut savoir c'est quoi qu'on veut qu'il fonctionne. C'est avoir du plaisir au quotidien, exact. Ou c'est de faire des finishes, puis de faire des top 10, 20, peu importe c'est quoi l'objectif, puis je t'écoute, puis j'ai l'impression que tes 2 DNF à Bromont ont 2 histoires complètement différentes. Mm-hmm. Un, c'est un arrêt physique. Je veux dire, tu te remets pas en question, je pense, sur ta pratique du sport quand tu as un DNF physique, que ce soit une blessure, que ce soit, dans ton cas, une gastro, je sais pas. Par contre, un DNF mental, à un moment où tu devais arriver le plus près que jamais, puis tu essaies de suivre tes splits qui sont plus lents que ton objectif, puis tu n'es pas capable de le faire. Tu te dis, j'étais à mon meilleur selon mon entraînement de l'été, mon plus gros volume, puis là, je fight pour essayer juste de garder un pace qui devrait être confortable. Ça te challenge, puis c'est sûr que ça remet en question bien plus qu'un DNF physique. Là. T'as tout à fait raison. Mais non, c'est ça. Fait que ça finit que Nick m'a aidé, tu sais, dans la préparation, quoi que ce soit, puis qui m'a amené à l'UTMB. Là. Ouais. Fait qu'à l'aube d'une saison épique, là, je veux dire, quand tu finis ta saison à l'UTMB, c'est un gros build-up dans une jeune carrière de trail, un jeune développement. Ça fait 5-6 ans que tu fais ça, tu dis je m'en vais à l'UTMB. C'est fou qu'un an avant, quasiment jour pour jour, là, 11 mois avant, t'as cette espèce de reality check-là. Puis c'est quasiment le bon timing parce que ça a fait que ton build-up vers l'UTMB devait être complètement différent des années précédentes. C'est sûr. Je veux dire, le regard sur le sport, ma relation saine par rapport au sport a changé. Je veux dire, j'ai fait beaucoup plus de qualité que de quantité. Beaucoup de courses beaucoup plus longues que qu'est-ce que je faisais. Plus de... C'est ça, du temps, là. Je veux dire, avec Nick puis avec Christo, un autre chum, on est parti, mettons, un week-end, on est descendu à Tremblant de Montréal en vélo. Le lendemain, on est allé faire des up and down de Tremblant, revenu en vélo. Je veux dire, on a couru peut-être 3 heures dans le week-end, mais je veux dire, on a fait des heures et des heures de sport. Je veux dire, c'est... Ça, on a juste changé de mindset, là. Je veux dire, c'est... Puis je pense que, même si personnellement, tu sais, on va finir à en parler, mais l'UTMB, elle s'est pas bien passé pour moi. Mais je veux dire, tout ça m'a amené aussi à être capable de finir cette course-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans ta saison, t'avais placé quoi, 2 courses? Ben, l'UTMB et le QMT. Ouais, exact. Est-ce que c'était... Parce que je regarde tes autres saisons, il y avait beaucoup d'événements tôt dans la saison. Tu sais, le mois de mai, t'allais à Bear Mountain. Et tu sais, ça commence tôt, mais quand ton premier objectif il est aussi tôt, parce que ça veut dire builder up, pas juste faire pas juste de l'entraînement de maintien en hiver, ça veut dire builder up en hiver, c'est tough. Là, cette année, est-ce que quand tu as bâti ton build-up vers l'UTMB, t'en as-tu jasé avec Nick? Est-ce que c'était une décision... comment tu as pris cette décision-là de dire, OK, je fais un événement puis le reste, c'est de l'entraînement? Ben, tu sais, oui, j'en ai parlé, là. Je veux dire, on se parle énormément. Je veux dire, comme confident, même, tu sais, nos problèmes personnels, quoi que ce soit. Fait que c'est sûr, tu sais, oui, j'en ai parlé, puis tu sais, je voulais sa validation en soi aussi, là, tu sais, vu que j'y faisais confiance, là. Mais tu sais, je voulais, tu sais, même s'il me conseillait quelque chose qui fonctionnerait pas pour moi, c'est sûr que j'aurais pas été dans cette direction-là, mais tu sais, je veux dire, par rapport à ce qu'on a discuté, quoi que ce soit, oui. Mais tu sais, revenant à l'époque, je faisais beaucoup de courses, je pense que j'ai réalisé aussi dernièrement, même avec l'UTMB, que, tu sais, mettons, j'aime être déstabilisé, puis découvrir des trucs, puis quoi que ce soit, puis, tu sais, mettons, cette année, l'UTMB, je me suis rendu compte que c'était m'amener un peu, genre, les mêmes sensations qu'être en voyage, tu sais, mettons, j'ai voyagé en Asie, en Inde, quoi que ce soit. Puis tu sais, quand je suis arrivé, mettons, à New Delhi, qui faisait noir dans les ruelles, que les motos, genre, ils passent à des vitesses de fou qui te frôlent. Puis j'étais comme genre, oh fuck, je suis loin de chez moi, là. Ouais. Puis tu sais, t'as un stress, ben pas d'inconfort, mais t'es déstabilisé. Puis genre, l'ultra, c'est ça, là. Je veux dire, il arrive, tu sais, la course, tu sais, la map, genre des up and down, mais je veux dire, ton énergie fait ça, ton émotion fait ça. Puis la vie, c'est un peu ça, là, je veux dire, c'est jamais un fleuve tranquille, il va t'arriver des situations X, Y, la maladie, peu importe, perdre une job, peu importe les problèmes de la vie, je veux dire, à un moment donné, faut que, quand t'es dans le
dans le fond, genre, dans le trou, tu retrousses tes manches puis t'avances, là. Ouais. Puis, tu sais, le côté déstabilisant des voyages, j'ai réalisé que pendant la course, c'était un petit peu ça aussi. Puis, je pense que c'est pour ça aussi que j'en faisais plein. Je voulais, genre, me tester, découvrir des trucs, quoi que ce soit. Puis, cette année, c'était vraiment juste l'UTMB en soi. Fait que, tu sais, c'était plus rationnel, je pense, par rapport à l'approche, là. Puis à la préparation, puis exemple QMT, je veux dire, je voulais pas faire un 160 avant un 160. Pour moi, je pense par rapport à mes capacités, quoi que ce soit, mais je pense que 110, c'était bien. Puis, c'est ça. Est-ce que tu parles de la vie comme l'ultra, puis c'est vrai, on voit beaucoup de comparaisons comme ça, tu sais, je sais pas qui disait, je pense que c'était Anne Trayson qui disait ça, que, je veux dire, un 100 000, ou peu importe, ta course, c'est vraiment comme la vie, mais mis sur 24 heures, mis sur 36 heures, peu importe, tu sais, parce que tu vis le même genre d'affaires à petite échelle, mais de gros up, gros down, puis comment te relever de ça. Avant qu'on entre dans ton UTMB, je te lance une question bien philosophique, mais est-ce que de faire de l'ultra, puis de vivre ces creux-là dans des courses, puis de remonter, puis d'apprendre à travailler mentalement, est-ce que ça fait de toi une meilleure personne, tu penses? Mettons, tu regardes en 2016 quand tu as commencé à faire ça, puis aujourd'hui. Je sais pas si je suis une meilleure personne. Je pense que dans la vie, moi, j'essaie de devenir une meilleure personne puis de travailler sur mes faiblesses. Mais clairement que l'ultra, puis surtout, tu sais, sans valoriser les longues distances versus les courtes distances, mais, tu mettons, sur un 100 miles, tu vas dans des zones de toi que tu connais pas. Fait que clairement que ça m'a amené des outils à peut-être mieux affronter les événements de la vie, quoi que ce soit, c'est sûr. Je veux dire, j'ai vécu des trucs dans ces courses-là que je n'aurais pas pu genre vivre ailleurs. Fait que clairement que oui, j'ai des outils de plus maintenant dans mon coffre à outils, là, comme être humain et citoyen, genre de... C'est pas juste des expériences qu'on gagne pour la course, parce que oui, c'est sûr que plus on fait des événements, on gagne en expérience, puis des sensations dans des courses. La première fois que tu vis un giga creux, tu sais, un vrai creux d'ultra, là, pas un mur de 32e kilo qui dure l'heure qui te reste jusqu'à la fin de ton marathon, un vrai creux d'ultra qui dure 5 heures, mais la fois que tu finis par relever de ça, moi je me rappelle la première fois, j'étais dans le creux longtemps, puis à un moment donné, c'était en Gaspésie, la course dont on parlait tantôt, tu ressuscites de ça. Ah, puis tu comprends pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1 heure, il y a 10 minutes, j'avais l'impression que j'allais ramper jusqu'à l'arrivée, puis que j'étais démoli, j'avais mal à chaque centimètre de mon corps, et de même, tu sens plus rien. T'es frais comme une rose. C'est fucké. Mais la première fois que ça t'arrive, t'es comme surpris. Puis la deuxième fois, quand tu files comme ça, un creux de 4-5 heures d'ultra, tu sais que ça va revenir. Puis oui. Tu peux l'entendre. Tu peux entendre Gilles Poulain à l'épisode 50 raconter. Il en a fait en maudit des 100 000. Tout passe. Tout finit toujours par passer. Ça finit par passer. Tout passe. Puis tu l'entends. Mais je pense que la première fois que tu le vis, tu fais Chris, OK. Ben ça, c'est un outil dans la vie parce que un creux de vague dans un ultra ou un creux de vague dans la vie, ça finit toujours par relever, à remonter. T'as raison. Mais des fois, c'est long. Puis il faut l'accepter. Je veux dire, à un moment donné, il y a un processus d'acceptation. Puis, tu sais, moi, je crois dans la vie, c'est toujours plus facile de suivre le courant qu'un nager à contre-courant. Fait que je veux dire, s'il est là, faut que tu l'apprivoises. Puis que, en force d'en vivre, je veux dire, à un moment donné, comme tu sais que ça va passer, mais il est là. Puis même si tu te bats, puis comme tu essaies de te convaincre, genre, t'es flat, t'as plus d'énergie, mentalement, genre, tu pleures, peu importe, mais vis-le. Puis à la limite, c'est beau, là. Puis ça va revenir. Exact, ça revient tout le temps. L'UTMB, parlons-en après avoir tourné autour du pot. T'arrives à Chamonix un peu d'avance. Tu me disais que les plans avaient un peu changé. T'es pas supposé être seul, c'est ça? Ouais, la vie a fait que ma blonde n'a pas pu venir avec moi. Mais, tu sais, l'UTMB, tu sais, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, Nicolas de Distance Plus, Nicolas Fréret, tu sais, me demandait quand que ça s'est passé, j'étais comme, sérieusement, genre, mal, puis j'étais comme, j'ai l'impression, tu sais, j'ai analysé, j'ai couru pendant 43 heures et j'ai marché beaucoup aussi. Comme tout était aligné pour que ça fonctionne pas, tu sais, je veux dire, la pandémie a fait que la course était annulée. J'avais réservé, tu sais, moi je savais que j'allais faire l'UTMB, j'avais réservé un logement genre d'avance. Finalement, tu sais, au mois de mars-avril, la madame, elle m'a comme annulé parce que elle vendait son chalet ou condo, je sais pas trop quoi. Fait que là, ça finissait que tout le monde avait déjà réservé, il restait plus rien. Là, j'avais réservé quelque chose, genre à 40 minutes de route. J'étais comme, ma blonde va m'accompagner, on va être en voiture, quoi que ce soit, ça va être correct. Là, ma blonde tombe malade, elle peut pas venir. Je suis obligé de rechanger de logement encore
à Chamonix, d'en retrouver un autre à l'arrache, puis j'étais comme, ça marchera pas de conduire 40 minutes après avoir fait la course. Ouais. Je l'ai déjà fait, mettons, à Ricana de la première année, genre de conduire de la Malbaie à Baie-Saint-Paul sous le cruise control, puis j'avais tellement mal aux jambes, puis je savais pas comment me placer. J'étais comme, en Europe, toutes les voitures sont manuelles. Ouais. Fait que j'ai comme conduire manuel en plus dans les montagnes, j'étais comme genre ça marche pas là. Fait que là, j'ai tout changé d'appart. J'étais arrivé à Lyon quelques jours avant. Le matin, je me réveille pour aller prendre mon bus. J'appelle le taxi. La madame me dit, il y a pas de taxi dans votre secteur. Je fais comme, OK, pouvez-vous m'en envoyer un? Là? Et elle me dit, ben non, rappelez plus tard. Je fais comme, OK. Mon bus part dans 1 heure. Je suis comme, merde, faut que je marche. Fait que là, avec ma valise à roulette, j'ai marché genre 5 km pour me rendre à l'autobus. Pour finalement arriver à l'heure, prendre l'autobus pour arriver à Chamonix. À Chamonix, je restais en bas de la Flégère. La ligne d'autobus partait là. Fait que le départ était à 6 heures. Fallait laisser notre drop bag avant 17 heures. Un espèce de spot, là. Fait que l'autobus partait à 4h40, mais c'était comme 2-3 minutes d'autobus. Je vais arriver comme 10-15 minutes avant le départ pour être sûr de pas la rater. L'autobus est là, je m'assois dedans. L'autobus part pas. Le gars était comme, l'autobus, le moteur est mort. Je suis comme, OK. Je me suis mis à faire du pouce dans Chamonix pour être capable d'aller porter mon drop bag avant que la course commence. Pendant la course, j'avais mon sel, puis j'avais fait un groupe genre WhatsApp avec tous mes amis, collègues de travail, famille, puis je les écrivais quoi que ce soit. Puis avant le départ de la course, j'envoyais des vidéos, quoi que ce soit. Puis ça a beaucoup aidé, genre, d'avoir une vibe, puis je me sentais genre supporté en soi, là. Vu qu'en plus, j'étais tout seul là-bas. Mais pendant la course, mon sel, je sais pas, il a pris des photos, genre, en appuyant dans le sac, là. J'ai fait une vidéo de 1h08. Fait que mon sel était mort. Fait que ça, tout faisait que ça marchait pas, là. Puis à un moment donné, j'ai réussi avec Yann, sa blonde, elle m'a passé un fil d'iPhone à Courmayeur, je chargeais mon sel, j'avais comme 10-15%. Mais là, je le fermais tout le temps. Ouais. Puis quand j'avais un ravito, je l'ouvrais. Puis j'avais pas de réseau, fait que genre je le refermais, mais sûrement que ça tournait pas assez longtemps pour capter le réseau. Ouais, c'est ça. Mais bref, il y a rien qui fonctionnait, là. Quand je suis arrivé à la fin, j'étais comme, oh my god, j'y crois pas, là. T'as comme vécu pas juste une course, t'as vécu une aventure complète. Ouais. Fait que je pense que les as étaient alignés pour que ça soit compliqué, là. Ouais. Puis dans la course, mettons, tu cours pour aller porter ton drop bag. Là, t'es sur la ligne de départ. Ça reste que c'est la ligne de départ la plus mythique. Tu disais tantôt que t'avais été convaincu ou t'es devenu fan de l'UTMB avec cette course, cette vidéo-là de l'équipe Nike. Puis tu sais, cette vidéo-là fait tomber en amour avec la course. Là, t'es à la ligne de départ la plus mythique du trail mondial. C'est Chamonix de 2500 coureurs, de Ludovic Collet qui crie dans le micro, qui craint le monde. La musique part. Comment tu te sentais à ce moment-là, côté état d'esprit? Tu sais, je suis quelqu'un d'assez calme et posé. J'étais intense dans qu'est-ce que je fais, mais tu sais, mon tempérament, j'étais assez calme. Tu sais, puis j'étais pas stressé en soi. Tu sais, même la nuit avant, j'ai super bien dormi. Tu sais, je veux dire, au-delà, tu sais, j'en ai vu d'autres, puis tu sais, je me disais que c'était une course comme une autre d'une certaine façon. Là, je veux dire, au-delà de l'importance du truc, c'était que ça allait être une longue journée. Là, je veux dire, puis c'est sur un 5 km, tu peux peut-être stresser au départ que si ça se passe pas bien, mais tu sais que tu t'en vas là pour des heures. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand que la chanson de... Je sais pas... Vangelis. Exactement. Elle est partie, genre, je pleurais, là. J'étais comme, oh my god, man, je suis là pour vrai. Puis tu sais, je me souviens que, tu sais, les dernières années, sur l'heure du midi, au travail, je me faisais fitter, genre, mon heure de dîner pour voir le départ. Puis là, tu sais, là, j'étais comme, OK, là, c'est moi qui est là. Ouais. Tu sais, c'est quand même fou, là, je veux dire. C'est sûrement les seuls sports que tu peux être avec les professionnels puis le pratiquer, là, je veux dire. C'est comme ça, nous, comme Québécois qui tripons sur le hockey, tu vas à la patinoire, puis il y a Sidney Crosby, puis il y a tous les meilleurs joueurs de la ligue, je veux dire. C'est la même chose, là. Puis c'est surréaliste, là. Dans la semaine, pendant que j'étais là, tu sais, Diego Passa, je l'ai croisé 2 fois. Xavier Thévenard, il a passé devant moi en vélo. J'ai dit genre, hey, j'attends tu ton m'as appel. pas rappelé. C'est quand j'ai cherché mon dossard, c'était Tom Evans, c'était à côté de moi. Je veux dire, tu sais, c'est comme si t'es fan de film, pis t'es Hollywood, pis tu crois genre Brad Pitt, pis genre tous les acteurs, genre, c'est surréaliste, là. Ouais. Tu dis genre, t'es avec eux, là. Fait que tu sais, l'énergie est folle. Puis le départ de la course part, puis tu sais, puis c'est parfait, là. Tout le monde, les élites courent, là, mais tout le monde marche, là, puis tout le monde prend des vidéos. Je veux dire, t'étais là pendant des années à te battre pour te rendre là, t'es là, puis c'est anyway, genre,
même si les 5 premières minutes, tes marches, ça changera rien sur Aucun impact sur une course de 170 kg. Exact. Puis à la limite, c'est ça, j'étais derrière la course, puis j'étais comme bloqué un peu, puis c'est jusqu'à les hauts, je veux dire, il y a des sections que tout le monde arrêtait là, il y avait tellement de monde, puis à la limite, ça m'a peut-être aidé, ça m'a calmé en soi. Ouais. Puis à Saint-Gervais, quand on a descendu là, j'ai gagné des places, puis ça allait bien, tu sais, puis mentalement. Puis moi, j'ai tout le temps mieux aimé descendre que monter, fait que ça c'était cool, là. Puis c'est la première nuit, tu sais, parce que dans le fond, on est parti à 6 heures, là. Mais tu sais, les Français, en tout cas, de la région, en tout cas, sont tellement fiers de leur course, puis l'énergie qu'ils donnent, c'est surréaliste, là. Tu sais, t'arrives à Saint-Gervais en soirée, c'est genre crowded, genre c'est jam-packed sur les trottoirs, ça hurle, ça crie, je veux dire, c'est un party, là. Puis même en descendant, tu sais, dans les montagnes, avec les petits chalets, quoi que ça, il y a du monde partout, ils font des feux, ils t'encouragent, ça prend du vin, je veux dire, ils sont fiers, là. Ouais. Ils t'amènent, je veux dire, si t'es flat en portant ta course, je veux dire, c'est sûr que t'as un coup de pied dans le derrière qui fait genre que tu décolles, là. Ah oui. Puis tu sais, grosso modo, tu sais, moi, ça allait la course, puis c'est jusqu'à... tu sais, les montées, tu sais, je les ai trouvées quand même dures en soi. Longues. Ben, longues, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu pognes ton beat, puis t'avances tranquillement, puis ainsi de suite. Puis, mais tu sais, la première nuit, ça allait. Puis moi, j'étais dans ma tête, sur mes temps, mettons, au Québec, si j'étais capable de juxtaposer, genre, par rapport à l'UTMB, tu sais, je visais environ 35 heures. OK. Puis je pensais sincèrement que si je gardais à faire Bromont en 26 heures quelques, 9 heures de plus pour faire essentiellement genre 8 km puis 3000 mètres, c'était pas genre cocky de ma part puis genre surréaliste, là. Non, puis s'il y a bien une course au Québec je veux pas les comparer, mais tu sais, qui s'y rapproche en termes de type de parcours. Je compare la butte à Bromont puis le Mont-Blanc, mais ça reste que ça ressemble un peu plus à ça. Bromont, c'est peut-être la course québécoise qui est la plus près parce que c'est la plus montagneuse. Elle a 7000 mètres sur un 100 000. Elle est un peu plus roulante, mais bon, la comparaison s'arrête là, mais ça reste que je comprends ton point, c'est que je pense que ça a bien du sens de se dire 26 plus une dizaine d'heures de plus, 35-36, c'est réaliste. Hein. Puis le temps, c'était pas important, mais tu sais, je visais environ ça, puis je me disais si je fais 2-3 heures de plus ou de moins rendu là, tu sais, je veux juste enjoyer, là, profiter du fait d'être là. Puis tu sais, la première nuit, ça allait, mais tu sais, l'alimentation, tu sais, quand j'évalue post-course, là, puis de décanter un peu toutes les émotions, puis l'UTMB en soi, l'alimentation est un enjeu pour moi du sens que, tu sais, d'habitude, j'ai un crew, ma blonde est là, puis tu sais, j'ai mes habitudes, mettons, je mange beaucoup de purée, puis des sandwichs pas de croûte, puis quoi que ce soit, puis là, tu sais, là, c'était des charcuteries, le fromage, ainsi de suite. C'est comme je te disais tantôt, il manquait juste le vin, puis on commençait l'apéro, là, je veux dire. Mais tu sais, puis c'est correct, je veux dire, pour eux, ça fonctionne, puis ils ont l'habitude, puis sûrement qu'il y en a qui viendraient ici puis manger genre des pretzels puis des chips puis des M&M's, sûrement qu'ils diraient genre qu'est-ce qui se passe ici, ça n'a pas rapport. Ouais. Mais tu sais, moi, ça marchait pas. Fait que là, je roulais ces pommes dans les ravitaux puis des petits bouillons puis des biscuits soda, là, en gros. Là. Fait que tu sais, quand je suis arrivé à Courmayeur, tu sais, j'avais séparé ma course 15 heures première partie, 20 heures environ deuxième partie, puis je suis arrivé à 15h15. J'étais comme, OK, ça va. Ouais. Puis tu sais, puis Nick m'avait dit, Nick a fait, sûrement tout le monde le sait, qu'il a fait le Tour des gens l'année passée. Puis la section italienne, il l'avait fait. Puis il m'a dit, c'est sur Courmayeur, quand tu descends, c'est violent, genre la descente. Tu sais, vas-y, relax, ça sert à rien de t'exploser les quads. Fait que je descendais relax, ainsi de suite. Puis, tu sais, je suis arrivé dans les temps que je pensais, tu sais, dans la fenêtre. Puis sans genre trop pousser, quoique avant les descendre un peu avant, descendant du col de la Seigne, là, c'était con, mais peut-être que je me suis nuit un petit peu là, tu sais, je descendais fort, mais tu sais, j'aime ça descendre. Ouais. Puis là, c'était comme, waouh, c'est malade, c'est beau, puis tu sais, je me suis peut-être laissé emporter une petite affaire, mais tu sais, je vous en ai il fallait avancer aussi, progresser, là. Ah oui, il faut s'amuser aussi, puis t'aimes ça aller les descentes, selon... là, t'as des descentes roulantes, fait que garde-toi. Puis aller selon mes forces, là. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est la seule chose que je pourrais dire qui a moins bien été, mettons, dans la première partie. Puis qu'est-ce qui avait aidé aussi, c'est que un gars que je connaissais pas, une autre anecdote assez comique, que Nick m'avait mis en contact, ainsi de suite, Yann, qui est français d'origine, qui reste à Montréal maintenant,
Il m'avait en contact, puis là, on s'était écrit, j'étais comme, OK, t'es à Chamonix, là, avec la course, si tu veux, on va aller prendre un café ensemble, et ainsi de suite. Puis là, il était comme, oui. Puis là, quand je vais rejoindre, c'est à travers la foule, genre, dans le monde qu'il y a là-bas, pour essayer de trouver un spot, je croise Marianne. Puis là, je fais comme, allô, Marianne, puis là, on parle, quoi que ça. Puis là, je suis comme, tu sais, je suis désolé, mais j'ai donné rendez-vous à quelqu'un, faut que je te laisse, puis faut que j'aille à mon rendez-vous. Puis là, pendant que je dis ça, il y a un gars qui sa blonde qui arrive, puis là, j'ai fait, allô, ça va? Tu sais, je suis comme, faut que je vous laisse. Fait que là, je m'en vais. Mais finalement, le gars, c'était Yann. Fait que là, je reviens, j'étais comme, est-ce que c'est toi, Yann? Puis là, Marianne, avec son rire légendaire, elle se payait ma gueule. Oui, c'est ça. Je suis comme, ça, c'est cocasse quand même. Ouais. Fait que, tu sais, pendant la montée du col du bonhomme, c'était, tu sais, je me fais taper sur l'épaule, puis là, c'était Yann qui a genre popé. Fait que là, on avait dit, ben, on va essayer de au moins passer la nuit ensemble, tu sais, je veux dire, on va pas là pour gagner, puis je pense qu'on va peut-être plus s'aider que se nuire à courir ensemble. Mais puis tu sais, de monter aussi haut en altitude, c'était quand même, tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs dans cette course-là que c'était les premières fois que je faisais. Là, je disais, courir si longtemps, courir je sais pas, un 100 miles sans crew, avec un drop bag, c'est tout. Ouais, monter genre des cols pendant des heures à plus de 2500 mètres, descendre pendant des heures, je veux dire, tout était nouveau d'une certaine façon. Puis à la limite, tantôt je parlais de découverte, quoi que ce soit. Clairement que je t'ai servi, là, peut-être que je le réalisais pas encore, mais c'était le cas, là. T'étais bien à côté de ta zone de confort. Là. Ben, je pense pas que même Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet cette journée-là, ou même Marianne a été dans leur zone de confort. Là, je fais pas ça pour ça. Exact. Mais en plus, il y a une barre de nouveauté. Tu sais, tu fais un ultra, tu fais une course qui te challenge au Québec dans des sentiers que tu connais, puis tu vas être challengé pareil, puis tu vas être en dehors de ta zone de confort. Là, t'es que dans l'inconnu, puis j'étais dans la même situation, puis je me reconnais beaucoup là-dedans de beaucoup de nouveautés, puis c'est excitant, mais en même temps c'est de la découverte, puis faut que les objectifs de temps deviennent comme secondaires quand t'es autant devant de l'inconnu. Exact. Tu sais, je pense que tous ces éléments-là, tu peux pas les pratiquer, sauf si t'en vas un mois avant faire ces entraînements-là à ces endroits-là, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est pas notre job, donc... Exactement, c'est plus tough. À moins d'être multimillionnaire, puis... prendre des longs congés. Ouais, là, c'est ça. La réalité fait qu'il faut payer nos billes. Exact, c'est correct. Mais en fait, ça rend ça excitant d'une autre façon aussi, tu sais. Je pense qu'il y a de quoi de trippant d'aller faire de la reconnaissance puis découvrir un parcours avant de le faire. Puis quand on a la chance de le faire, go. Mais il y a aussi de quoi d'excitant de se mettre sur une ligne de départ puis de connaître rien de la course. Autre que t'as vu le profil, t'as vu des vidéos, mais je veux dire, t'as jamais mis les pieds à aucun endroit sur le parcours. Il y a de quoi d'excitant là-dedans. Mais il y a juste une partie que je connaissais, que j'avais fait dans les jours précédents de la fin. Okay. Genre j'étais monté en téléphérique à la Flégère, j'avais fait comme la redescendre de la fin, que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais c'est la seule partie que je connaissais. Là. Fait que là, t'es à Courmayeur, 70e kilo, t'es dans tes temps, 15h15, tu vises à peu près ça. Comment tu te sentais à Courmayeur, physiquement, mentalement, dans quel état d'esprit? J'étais explosé, là. Ouais. Je veux dire, tu sais, puis je sentais que l'alimentation n'aidait pas, là. Ouais. Puis quand je suis arrivé là-bas, la seule chose qu'il y avait de plus, c'était des pâtes avec des sauces tomates. Puis j'étais comme, hey, je suis pas sûr les tomates, là, tu sais, l'acidité, quoi que ce soit. Puis j'avais un shake de protéines NAC, là, en soi, dans mon drop bag que j'avais prévu. Ça, j'ai pris ça, puis j'ai senti que ça allait bien. Puis, tu sais, mon but, c'était pas rester là si longtemps, en soi. La plupart du temps, dans mes rectos, c'est ce que j'essaie de faire. Sauf que là, j'avais plus de sel, puis j'ai pris comme 15-20 minutes juste à attendre que mon sel charge. Là. Puis, tu sais, j'avais comme texté Nick, puis ma blonde, puis... Mais j'étais comme, je leur disais, je suis pété. C'est en même temps 80 km, puis 82, 83, je sais pas, environ, là. Puis 4000, 5000 mètres de dénivelé, genre, c'est normal d'être un peu fatigué, là. Mais, tu sais, là, genre, dans ma tête, je repartais, puis là, le prochaine montée, c'était je me sais plus quoi, non, la Refuge Bonatti, ouais. Non, mais là, en haut, là, où est-ce que je te comptais tantôt, Berton ou... Oui, Refuge Berton, c'est ça. Puis là, tu sais, là, il commençait à faire chaud, puis c'est pas une excuse, je veux dire, c'était la même situation pour tout le monde, mais on était exposé au soleil. Honnêtement, il faisait très chaud. Puis quand je suis arrivé en haut, là, j'étais comme, ah man, ça va pas, là, je suis comme explosé. Puis là, tout le monde vomissait autour de moi. J'étais comme, ok, il y en a qui sont pires que moi, puis... Mais là, c'était genre... C'était le début de la fin en soi, là, je veux dire. Puis j'avais en parlant avec Marianne avant la course, ça m'avait dit que la prochaine section, ça se courait, là. Puis si t'étais en forme, tu pouvais y aller. Puis, tu sais, moi, j'aime descendre. Puis là, je marchais. Ouais. Puis ça allait pas, j'avais chaud. Puis aussitôt qu'il y avait des petites... Ben, pas chutes, là, mais des petites cascades d'eau.
sur le bord de la montagne, à flanc de montagne, mais je mouillais ma casquette. Aussitôt que je pouvais, genre, mouiller, genre, je m'arrosais, puis ça allait pas, là, genre, je marchais. Puis là, j'étais arrivé t'avais un refuge en bas, puis là, tu descendais à Arnouz. Arnouvaz, ouais. Arnouvaz. Puis Arnouvaz, de mémoire, c'était avant le Grand Col Ferret. Ouais, exact. Puis quand je suis arrivé à Arnouvaz, j'étais à 3 heures du cut-off. OK. Puis là, j'ai fait genre, oh. T'avais pris du retard. Ouais, T'avais perdu beaucoup de temps dans cette Ouais. montée-descente-là. Énormément. C'est une montée qui est ardue, mais je réalise, je pense que les kilométrages sont pas les bons que je disais tantôt parce que nous, la CCC, on fait une boucle de plus avant d'embarquer vers le refuge. Fait que tantôt, je disais comme 1h70 plus, comme tu dis, 80. Fait que t'as une grosse montée après. Ouais. Moi, je sais que pour la CCC, c'était la plus haute montée. C'est le moment qu'on était le plus haut dans le parcours. Tu sais, c'est 1500 mètres d'une shot en partant de Courmayeur. C'est ça, ça te pète un peu. Puis là, la descente après, fait que là, t'arrives à un moment où, je veux dire, t'acceptes le fait que c'est tough puis tu ralentis un peu, mais Ben, ça doit être frustrant que toi qui aimes descendre de... Je l'acceptais pas, Ouais. mais je l'acceptais pas. Puis, tu sais, au-delà des temps, quoi que ce soit, je veux dire, là, je suis venu, tu sais, ma réalité de coureur, tu sais, ma place, généralement, tu sais, je suis pas en avant de la course, puis je suis pas en arrière, puis j'ai jamais, genre, joué avec les cut-offs. Ouais. Tu sais, je suis comme milieu, un peu avant le milieu, là. Fait que là, tu sais, psychologiquement, d'être près du cut-off, là, ça a fait mal dans l'orgueil puis dans la réalité en soi que j'allais peut-être pas finir cette course-là, là. Ouais. Puis là, ça allait pas. Puis là, le Grand Col Ferret, je l'ai bien monté en soi, là. Moi, les montées, ça a jamais été trop un enjeu pendant la course. J'ai comme, du début à la fin, j'avais comme pas mal le même beat en soi, là. J'avais un bon niveau d'énergie, Ouais. puis... T'acceptes que c'est long, c'est juste Ouais, ça. Là. puis j'étais capable de passer quand même des gens dans les montées, même si c'est pas tant ma force. Mais quand je suis arrivé à la Foulie, Ouais. où est-ce qu'il y avait la musique, puis Ouais, ça, ouais. tu sais, t'avais un long moment, tu sais, je pense 2-3 kilomètres sur l'asphalte, avant d'arriver au ravito. Puis là, genre, je marchais, puis genre, là, je pleurais, là. Ah ouais? Puis là, j'étais comme, les larmes me coulaient, genre, puis je pleurais, puis j'étais comme, sérieusement, j'y arriverais peut-être pas, là. Parce Sais-tu que- pourquoi tu pleurais? Ouais, parce que je venais de réaliser que, tu sais, mettons, ma première moitié de course en 15 heures, j'avais fait 80 kilos. Puis là, je venais d'en faire 20 environ en 10 heures. Tu sais, Ouais. un petit peu plus. Mais j'étais comme, à ce rythme-là, je finirais pas, là. Puis là, je me disais, genre, tous les sacrifices que j'ai fait, mettons, de me lever la nuit avant le travail, aller faire les trainings, tu sais, quand j'ai déménagé de l'appartement que j'ai en ce moment, je cherchais entre 5 et 10 kilomètres du travail pour le faire, genre la course, mes commutes, quoi que ce soit. Tu sais, toute ma vie est enlignée là-dessus d'une certaine façon, depuis longtemps. Puis j'étais comme, j'y arriverais pas, là. Puis, tu sais, je suis comme, j'essaie, là, mais je sais pas pourquoi, mais tu sais, mentalement, les descentes, j'avais tellement mal aux jambes que, tu sais, quand j'ai pris la bière avec Marianne, je suis comme, il falloir que tu m'expliques, je comprends pas comment que t'étais gravement blessé, là, pis ta tête, toi, elle disait que t'étais capable de courir, pis moi, genre, c'est comme si ça marchait pas. J'ai dit, genre, moi, le breaker que t'as, genre, je l'ai pas ou vice-versa, là, je veux dire, clairement que tout a bloqué. Pis ça, là, le mané, j'étais comme, OK. Pis là, il y avait des gens qui me voyaient pleurer sur le parcours, pis là, tu sais, ils encourageaient sur le bord de la route, pis là, mané, il y avait 3 petites filles, je sais pas, de 12, 13, 14 ans. Là, ils sont toutes mis à rire en me voyant passer. Là, je suis comme, OK, gars, Guillaume, genre, ressaisis-toi, là. Ouais. Puis là, tu sais, je me souvenais que Marianne m'avait dit que la prochaine section, si t'avais des jambes, t'étais capable de la rouler Ouais. jusqu'à Champelax. Ouais. Qui est vers la fin qu'il y a une montée, là, mais c'est, en gros, ça se courait beaucoup. Puis là, j'ai dit, check, là, faut que tu le fasses. Fait que je me suis comme motivé. J'ai dit, si je suis capable d'aller chercher du temps sur le cut-off, tu sais, ça va m'aider, là. Mais cette portion-là est tough parce que t'es dans une course montagneuse, tu fais des up and down dans des montées tout le long, puis comme tu dis, tu descends jusqu'à la Foulie, puis tu vois le village de la Foulie, mais il te reste 3 kilos de route à faire. Ouais. Tu repars de la Foulie, tu fais un peu de sentier, mais tu sais, je veux dire, c'est un camping, c'est une route que tu peux aller en char là-dessus, fait que c'est un sentier, c'est pas sentier, là, c'est de la petite poussière de pierre, fait que c'est courable. Tu traverses 3 villages, des mini-villages, c'est magnifique, c'est beau, tu passes dans des villages qui ont 1000 ans probablement, tu sais, c'est magnifique, mais ça reste de l'asphalte. Ouais. T'es dans une course montagneuse,
puis tu fais de l'asphalte sans arrêt ce bout-là, juste avant la petite butte jusqu'à Champellac, ça joue dans la tête. Je l'ai raconté, moi c'est là que j'ai cassé solide, mais c'est rough sur le corps. Puis là, moi j'arrivais un peu cassé que 30 kilos, je sais pas. Toi, t'arrivais avec 100 kilos hypothéqués, les jambes sont pétées. Puis là, il faut que tu cours sur de l'asphalte, puis je veux dire, on est habitué de courir sur l'asphalte, t'habites à Montréal, je veux dire, t'en fais. C'est dur d'être loin de tes splits, de te dire, je serais pas capable de courir au moins, d'en profiter, puis c'est des kilomètres gratuits. Ouais. Moi, quand j'arrive sur des poissons roulantes dans une course, je me dis toujours, c'est des kilomètres gratuits. Ils se courent, puis ils passent bien plus vite que tes kilomètres de montagne que tu fais en 15 minutes. Mais là, c'est dur d'ouvrir la machine quand t'es fendu raide pis t'as plus de jambes. Là. Ben, je comprends, mais moi, ça a été l'inverse du sens. J'étais comme... Ah ouais? Là, c'était genre do or die, genre c'est si j'étais pas capable d'aller chercher du temps là, c'était la fin. Là. OK. Fait que tu sais, j'étais capable de rouler, puis quand j'étais arrivé à c'est quoi le Champellac? Ouais. Après ça, j'avais 5h30 genre sur le cut-off. J'ai pris 2h30. Je suis comme OK, fine. Puis là, tu sais, mentalement, là, je suis venu dans l'acceptation de dire genre on oublie les temps, là. Ouais. Puis même si c'est respectable ou quoi que ce soit. Puis je comprends que, tu sais, tout le monde me dit, genre, dans ma famille, mes amis, quoi que ce soit, genre, hey, c'est fou, tu l'as fini, quoi que ce soit. Mais tu sais, je parlais avec une de mes amies qui est avocate, puis je disais, tu sais, c'est comme si t'étudies ton examen du barreau, tu t'attends pas à avoir 100%, mais tu t'attends pas à avoir 61, genre. Quand tu vises 80 et quelques, puis t'as 61, je veux dire, c'est une claque c'est une claque, ça te ressaisit en soi, puis t'aimerais peut-être avoir la chance de refaire ton examen parce que tu sais que tu vaux mieux, plus que ça. Ouais. Même si t'as la note de passage. Fait que ça m'a donné, tu sais, au-delà du temps, j'étais comme d'un temps acceptable qui était pour moi, c'est purement genre personnel. Puis tu sais, sans rien enlever ceux qui ont fini avant moi, après moi, quoi que ce soit. Je dis moi, par rapport à moi, je dis c'était ça. C'est j'ai mis les temps de côté, puis je suis comme OK, là je vais juste survivre, finir. Puis j'étais comme je marcherai. Puis je vais juste gérer les cut-offs, puis c'était de la survie en soi là. Ouais. Puis tu sais après Champellac, t'avais les montées, puis là tu descendais à Trian. Ouais. Les escaliers genre en descente là, c'était oh my god, ça faisait mal. Puis là j'étais arrivé là-bas, puis tu sais là j'étais comme OK, là ça va pas, j'étais étourdi un peu, j'étais comme faut que je dorme. Ça faisait comme quasiment 30 quelques heures que j'étais là-dedans. Puis c'est la première fois de ma vie que je dormais dans une course. Ah ouais. Puis là j'étais allé dormir comme 15-20 minutes, ils m'ont réveillé, puis là genre je grelottais genre là tu sais le médecin est venu me voir, pris les signes vitaux, genre pression, saturation, là me poser des questions, là fait que finalement il me dit t'es OK là, je veux dire, qu'est-ce qu'il me conseillait c'est que à Valorcine par la suite, c'est de peut-être redormir encore, puis là j'étais comme fine, je vais voir. Puis à Valorcine encore la descente, je veux dire, je l'ai marché là. Ouais. Tu sais, c'était un grand chemin de gravel qui aurait pu très bien se courir. Puis comme tout le monde me passait. J'ai encouragé. Moi, j'étais juste dans un mode genre, on finit, je suis comme good job, tu cours bien, solide, genre, je suis comme français ou anglais. Les parlant en italien, je suis comme ok, là. ciao. Ah, c'est ça. C'est rough ces descentes-là parce que tu vois jamais la fin, tu sais. Tu vois jamais le bout parce que tu descends sans arrêt. Puis comme tu dis, c'est d'autant plus frustrant jusqu'avant Valorcine parce que tu arrives dans une section qui ressemble à un chemin d'accès de centre de ski. Là. Okay. Je le compare à le chemin d'accès au Mont-Saint-Anne. Fait que, encore là, c'est hyper courable parce que c'est large, pas un single track, c'est zéro technique, c'est de la gravelle. Mais c'est violent. C'est ça, c'est violent. Je pense que c'est le terme qui est récurrent là-dedans, c'est que les montées sont violentes, les descentes sont violentes. Puis on en parlait avant, j'ai l'impression que l'UTMB, la CCC, ce type de course-là dans ce terrain-là, l'UTMB a tellement une réputation d'être le sommet mondial du trail, puis c'est beau, c'est les belles images aériennes, des plus beaux cols et tout ça. Puis on parle de d'autres courses comme étant violentes, mais l'UTMB, c'est rare qu'on dit ces mots-là, c'est un accomplissement de le faire, mais on parle beaucoup de la beauté, c'est magnifique, mais rendu les deux pieds dans le sentier, il y a des moments où les cols à couper le souffle, t'en as rien à foutre, puis c'est juste violent parce que t'es complètement défoncé, parce qu'il y a rien qui prépare pour ça. Dans nous, Québécois, qui s'entraînons dans du technique, puis dans des buttes de 600-700 mètres d'altitude, des cols à 2900 qui te fendent les jambes, on peut pas se préparer pour ça, puis c'est violent, c'est brutal. Mais tu sais, puis c'est quand même un... Je sais pas si c'est le bon terme, paradoxe, quoi que ce soit, mais c'est quand même drôle que t'es en enfer d'une certaine façon, t'as mal, tu comprends plus qu'est-ce qui se passe, quoi que ce soit, puis t'es dans des paysages genre de toute beauté, là, genre c'est absurde en soi, là. Ouais, on dirait que quand t'es à Arikana, dans le fin fond d'un sentier hyper sauvage où tu vois pas en avant, en arrière, ses côtés parce que t'es tellement profond dans le bois,
t'es en enfer si t'as mal aux jambes, comme tu dis, je reprends ta comparaison, mais tout ce qui est autour, oui, c'est beau, mais t'es juste... moi, je sais qu'à Arikana, la nuit, j'avais l'impression d'être étouffé par une forêt tellement dense qui te cache. Tu vois même pas le ciel tellement les arbres sont obliques par-dessus toi, puis c'est creux, c'est peut-être un peu intense ce que je dis, mais tu te sens en enfer parce que t'as mal aux jambes, puis l'environnement te fait un peu rappeler ça parce que t'es tout seul au monde dans un sentier sauvage, puis le prochain ravito, il est à 20 km. Là, comme tu dis, c'est un paradoxe vraiment weird d'être aussi éclaté dans un endroit aussi magnifique. Exact. Puis ça, quand je suis arrivé à Valorcine, un peu tantôt, j'expliquais que, tu sais, j'avais perdu mon sel, quoi que ce soit, puis, tu sais, je le réouvrais, puis ainsi de suite, puis j'avais jamais de réseau. Puis je pense que, tu sais, je savais que tous mes amis, mais, tu sais, le groupe qu'on avait créé, genre, je savais qu'il y a des gens qui me supportaient, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, je me disais, genre, je veux abandonner. Genre, j'ai plus de fun. Puis là, j'étais comme, tu sais, il y a du monde qui m'encourage derrière, puis j'étais comme, c'est con, mais tu sais, mettons, mon père qui est pas très riche dans la vie, là, je veux dire, il avait payé mon billet d'avion, puis tu sais, il a insisté, puis tu sais, j'étais comme, je peux pas abandonner, là, je veux dire. Puis c'est con, mais vu que j'avais pas de réseau, puis à chaque ravito que j'essayais d'en avoir, j'attendais peut-être une validation d'appeler, genre, mettons, Nick, ou d'appeler ma blonde, puis dire, c'est plus le fun, là, genre, puis je vais arrêter, puis tu sais, que quelqu'un me dit, genre, c'est beau, Guillaume, genre, arrête. Mais vu que je l'ai jamais eu, j'étais comme, genre, ravito par ravito, on va avancer, puis on verra, puis ainsi de suite. Puis à Valorcine, j'avais ouvert mon sel, mais ça, je pense, 6% ou 4%, je sais plus. Puis je l'ai refermé parce que j'avais pas de réseau. Puis j'allais me coucher. Puis j'avais enlevé ma montre parce qu'à chaque 15 minutes, elle vibrait pour me faire penser de boire, manger, quoi que ce soit. Puis quand j'ai remis ma montre en me réveillant, tu sais, quand ils m'ont réveillé 30 minutes plus tard, ben j'avais mal fermé mon sel. Puis là, quand j'ai mis ma montre, je voyais comme tous mes messages qui popaient. Puis je suis comme, oh, j'ai du réseau. Et là, j'ai appelé ma blonde. Puis là, elle me dit, genre, ça va? Je suis comme, non, ça va vraiment pas. Puis là, genre, c'était la 3e fois que j'ai pleuré dans la course. Puis là, tu sais, là, elle me demande qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je lui explique que ça va vraiment pas, que j'avance pas, je fais juste marcher. Je suis comme, sérieusement, je savais que ça allait être dur, mais genre, c'est rough comme ça se peut pas. Puis j'étais comme, tu sais, c'est un peu décevant en soi que, tu sais, je suis venu quand même pour me challenger, faire courir. Puis là, je fais de la randonnée pédestre, là. Ouais. Ça fait genre 50 km quasiment que je fais juste marcher, là. J'ai comme, je n'ai pas pour ça quand même, là, je veux dire. Mais j'étais comme, no stress, je vais finir quoi que ce soit. Puis là, tu sais, là, je me mets à pleurer, elle se met à pleurer. Là, je suis comme, ok, là, faut qu'on change de vibe. Fait que là, on a parlé d'autres trucs. Puis là, tu sais, à un moment donné, mon sel est mort, genre. Il est juste, boop, il est décédé. Puis là, tu sais, ça, j'ai remonté sur la flégère. Puis tu sais, moi, je l'ai pas trouvé si dur que ça. La montée du sens que c'était juste ça que je faisais depuis genre je sais pas 15 heures 20 heures pousser dans les montées puis ça allait bien mais le faux plat en haut là le 2-3 km là là j'étais comme oh my god puis c'était comme un peu pour moi genre peut-être que c'est surdimensionné là mais tu sais je me rappelais un peu cet été genre le Mont Albert puis les chic-chocs avec des roches puis des Saint-Stable puis j'étais comme oh man c'est plus tough que je pensais là. Mais c'est ça qui est fucké, c'est que tu sais que tu t'es à monter puis il reste une descente après, il y a comme un 3 km agace entre les deux. C'est que t'arrives en haut, tu viens de monter de quoi qui est interminable encore une fois. Puis t'arrives en haut puis tu penses que tu checkes le profil puis entre t'as la tête au vent que ça s'appelle puis la flégère, c'est 3 km. Tu le vois pas sur un profil de 170 kg. Mais il est long, il est technique. Quand le monde dit que c'est pas technique l'UTMB, il y a des portions très roulantes, mais ça, ce bout-là, il est technique. Très québécois comme style de trail où justement, tu peux pas juste dérouler, il faut que tu t'enjambes. Puis c'est un 3 km où il y a 200 mètres des plus, des moins. C'est beaucoup pour 3 km. Ouais, quand tu y penses, ouais. C'est beaucoup. Quand tu compares au col d'avant que tu as monté 1500, c'est pas beaucoup, mais sur 3 kilos, c'est agace. Puis tu vois la flégère. C'est fucking loin. Ouais. Tu cours, puis il se rapproche pas la flégère. Dessus, t'es comme, ah merde, c'est là-bas, genre. Ouais, c'est ça. Tu regardes au loin, tu fais, ah fuck, ok, il en reste. C'est long, 3 km, puis j'ose pas imaginer quand t'es à 160 de 170 kilos. Mais là, t'arrives enfin à la flégère, dans un territoire connu parce que tu l'avais vu. Ouais. Puis ça, j'ai mangé un peu au ravito, là, je suis resté comme 2 minutes, 2-3 minutes, remplir mes bouteilles, je suis reparti. Puis là, la descente, je veux dire, c'est une piste de ski, mais je veux dire, c'est large encore, là. Puis là, je descendais, puis je suis comme, ah, ça fait mal. Puis là, je marchais, là. Je veux dire, puis là, tout le monde qui me dépassait, je les encourageais. Puis là, tu sais, je me rappelais que quand je l'avais fait quelques jours plus tard, j'étais comme, ok, si j'ai des jambes, là, ça se court vraiment bien, je vais pouvoir, tu sais, y aller, là.
Finalement, j'ai marché, genre, du début à la fin. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, j'arrive quand même près, genre, de... À un moment donné, il y avait comme une espèce de barrage sur la gauche vers la fin, là. Puis j'avais été là quelques jours avant. Puis j'arrive pas loin de là. Puis à un moment donné, je suis comme, oh non, c'est vraiment plus loin, tu sais, parce que j'ai vu d'autres spots. Fait que dans ma tête, là, j'étais comme, oh merde, c'est vraiment plus long que je pensais, là. J'étais comme, j'en ai au moins pour 1 heure, ça veut dire encore. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, j'étais juste dans un minding finir, puis genre, d'encourager tout le monde. Tu sais, aussitôt que j'entendais quelqu'un derrière moi, je me tassais. Genre, je tapais des mains, je les encourageais. Je suis comme, good job, continue, ça va bien, on va finir. Puis, tu sais, j'avais accepté que ça allait pas se passer comme que je pensais. Puis que j'allais finir, dans le fond. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à Chamonix, je suis comme, OK, là, tu sais, je vais courir un peu quand même. Là. Puis quand je suis arrivé à l'arrivée, tu sais, je veux dire, c'était fou quand même qu'après 43 heures, qu'il y avait autant de monde en ville, puis ça encourage, puis les gens sont sur les terrasses, puis t'es comme genre, oh wow, tu sais, là. À la limite, c'était mieux de finir là qu'en plein milieu de la nuit, qu'il y avait peut-être moins de monde en soi, là. Effectivement. Comme souvenir. Puis là, tu sais, j'arrive à la fin, puis là, je vois Nicolas de Distance Plus qui me filme avec son sel, puis là, il tourne autour de moi, mais tu sais, je sais c'est qui, mais je le connais pas. Puis là, à un moment donné, je fais comme ça va, puis je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis là, il me dit, attends, je vais te passer quelqu'un. Fait que là, tu sais, il appelait Nick Dan. Puis là, avec le bruit, la musique, genre, j'entendais rien, genre une espèce de FaceTime. Là, je suis comme, sorry man, je te rappelle plus tard, là. Je suis comme, puis là, tu sais, j'ai trouvé ça super gentil et généreux de sa part de Nicolas, je le connais pas, de s'être présenté, genre, pour m'accueillir. Je veux dire, ça m'a grandement touché. Puis, tu sais, d'avoir pris du temps, on a parlé comme 10-15 minutes après la course, là. Tu sais, puis il était très dans l'écoute, puis tu sais, il m'a dit, tu sais, je compte un peu l'histoire que, tu sais, tout est en ligne puis ça se passe mal, puis t'es comme, tu sais, tu vas le décanter, tu vas le vivre, là, mais tu sais, au-delà de ça, c'est que, tu sais, t'as appris dans la vie que même quand tout te pointe que ça fonctionne pas, genre de pas baisser les bras puis de foncer, puis que tu vas finir par arriver à tes fins. C'était peut-être pas ces mots, mais tu sais, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment, tu sais, chic type de sa part, tu sais, vraiment, je sais pas, gentleman en soi, là. Puis tu sais, on parlait tantôt des idoles, puis quoi que ce soit, puis tu sais, je me rends compte, c'est même maintenant dans ma consommation, genre de suivre des gens sur les médias sociaux, ainsi de suite, je vais, tu sais, des personnes qui ont pas nécessairement les mêmes valeurs, quoi que ce soit, je veux dire, je veux suivre des gens qui m'inspirent, puis je veux dire, cette journée-là, cette personne-là, Nicolas, genre, m'a clairement inspiré, puis j'étais comme genre, wow. Tu sais, puis je savais que, tu sais, je veux dire, il allait là pour le travail, il était débordé, là, je veux dire, puis même, je le voyais qu'il recevait des appels, et comme, oui, j'arrive dans quelques minutes, puis il prenait le temps de me jaser, tu sais, j'ai vraiment trouvé ça... Ben, c'est ça, Nicolas Fréret, tu sais, gentil. J'ose maintenant utiliser le terme ami parce que on se connaît depuis quelques temps, puis l'UTHC-TV nous a rapprochés aussi, puis on a une connexion, puis c'est ça pour vrai, tu sais, quand Nico Dan a écrit dans le groupe, allez accueillir Guillaume, Nico Fréret l'a pas fait, parce que, je vais faire ça parce que Nico Dan me le demande. Nico, c'est un passionné de l'humain, tu sais, puis il est allé, puis il était là à 100%, tu sais, je paraphrase pour lui, mais c'est sûr qu'il était là pour les bonnes raisons, puis il était comme, je vais aller accueillir ce gars-là qui vient d'accomplir de quoi d'exceptionnel, puis c'était pas parce que Nico l'avait demandé, tu sais. S'il l'avait su d'une autre façon, il serait allé pareil, c'est ça, Nico Fréret, il est 100% là pour vrai, puis il est comme passionné de l'humain, puis que ce soit la première personne qui finit l'UTMB ou la dernière personne, on les célèbre de la même façon. Puis c'est ça l'esprit trail aussi. Puis c'est ça aussi, c'est que ton dimanche à Chamonix, le monde sont là puis qui crient. Ils s'en foutent le temps que tu l'as fait. Ils s'en foutent que tu sois X nombre d'heures après les premiers. Ils vont crier comme si c'était Kylian qui passait. Exact. Puis c'est ça la communauté trail. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Puis c'est ce qui fait que ton histoire est exceptionnelle aussi. Peut-être que si tu avais été fini dans tes chronos idéaux, t'aurais pas eu un finish comme ça. T'aurais eu un finish de nuit. J'aurais été, oui, pis overall, j'aurais été content par rapport à moi, mais je pense que j'aurais peut-être moins grandi comme individu, au final. Puis tu sais, puis revenant juste finir sur Nicolas, je veux dire, même dans les jours suivants, tu sais, il m'a écrit pour savoir comment ça allait, quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai trouvé ça genre vraiment un chic type, là. Je veux dire. On le salue. C'est énorme, le TMB. Même quand ça se passe pas comme il faut, c'est encore plus énorme parce que c'est encore plus d'heures sur ce parcours-là. Comme tu dis, t'as grandi, aucun doute là-dessus. Là. Je veux dire, on grandit à chaque expérience, mais quand c'est tough, c'est souvent là qu'on grandit encore plus. Ça faisait 5 ans que t'avais cette course-là en tête, là, depuis ce documentaire-là, t'en parlais tantôt, de l'avoir vu, d'avoir commencé à ramasser tes points,
d'avoir pas été pigé, d'avoir finalement été pigé, mais d'avoir été annulé par une course qui n'a pas lieu. On reporte encore. Je suppose que tu avais comme cet objectif-là en avant de toi depuis 5 ans. Le après, là, on est à quelques semaines post-course. C'est quoi ton état d'esprit sur les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu vas accomplir dans ce sport-là? Je m'étais donné genre 3-4 semaines pour décanter, puis réfléchir, puis d'avoir une approche peut-être plus logique que émotionnelle, que tu finis une course puis tu te réinscris genre 2 jours plus tard, quoi que ce soit. Je veux faire d'autres trucs aussi. J'ai fait un peu plus de vélo les dernières années, peut-être sans compétition puis aller chercher des temps, mais découvrir mettons des courses de gravel bike, ça m'intéresserait, dans l'esprit aussi que t'es dans le bois, puis en soi ça m'intéresse d'aller toucher à ça, mais en course j'hésite encore que juste prendre une année peut-être plus relax l'année prochaine puis faire des plus petites distances par rapport à moi là. C'est quand même des grosses distances, mais c'est plus dans les 50 quoi que ce soit, ou de clairement que je l'ai un peu en travers de la gorge, de refaire peut-être l'UTMB puis de me prouver que je peux faire mieux. Je veux dire, ça me parle beaucoup. Puis QMT 160 que j'ai abandonné il y a 2 ans parce que j'étais déshydraté puis que j'ai manqué d'eau. Puis avait-tu fait chaud cette année-là? Oh my god. Ça n'a aucun sens. À 10 heures, là, au départ, on dégoûtait, là, puis on courait même pas, là. C'était n'importe quoi. Mais bref. Fait que je sais pas encore. Mais ça varie je vais me donner encore quelques semaines pour penser à tout ça, mais en même temps, il faut que je me décide pour décider de m'inscrire, quoi que ce soit, là. Avec la popularité des courses au Québec, maintenant, les grandes distances, faut choisir, faut se décider quand même vite. C'est vrai, t'as raison. Exemple, c'est quand j'avais fait Bromont 160 la première fois. Je m'étais inscrit genre 2 semaines avant la course, là. Puis il y avait amplement de place. Puis à Ricana, je m'étais inscrit 2-3 semaines avant la course, là. Maintenant, faut que tu prévois ça 1 an d'avance, là. Je veux dire, puis c'est cool que le sport c'est développé, puis c'est populaire, puis que les gens, je veux dire, moi, peu importe le temps, tant que tu bouges, puis ainsi de suite, là. Mais, encore une fois, je ramène sans être moralisateur, mais faites-le pour les bonnes raisons, puis faites attention de pas tomber dans les pièges un peu comme que j'ai fait, là. Ouais. Ben, je pense que c'est toute ton histoire, tes récits sont hyper intéressants, mais moi, c'est ce que je retiens aussi là-dedans, c'est que je te remercie de ton ouverture à le faire, parce que c'est pas facile, tu sais, retomber dans ces histoires-là, dans le sens que t'as un peu, je sais pas comment dire, t'as été le cobaye pour ben du monde qui vont t'entendre, qui vont peut-être faire, si je vais pas me rendre jusque-là, puis peut-être que je suis là-dedans, puis mais c'est généreux de ta part d'être capable de t'ouvrir sur ça, parce que la course, c'est pas toujours beau. Puis même si c'est tough pendant, tu as un bon récit de course où il y a des ups, des downs, du vomi, puis des genoux ouverts sur une roche, peu importe. Ça reste qu'on parle souvent de la beauté de ça, puis le finish, puis l'histoire, la success story de j'ai augmenté des courses, je me suis mis à gagner des courses. On reçoit plein de monde, j'en reçois plein de monde qui ont des histoires, puis tout le monde est capable d'être vulnérable, de raconter des moments tough dans des courses, mais j'ai l'impression que tu es allé dans d'une extrême vulnérabilité, de dire je suis pas là pour les bonnes raisons, puis en ce moment je suis pas en train de me servir, puis t'as fait ce switch là, puis tout ça mène à une UTMB qui a pas été parfait, mais qui est quand même fucking impressionnant. Tu sais, oui, je le sais que t'as pas le temps que tu voulais, mais t'as fini l'UTMB, t'as fini l'un des 100 000 les plus toughs au monde, tu sais. C'était mon histoire, je pense que c'était juste c'est peut-être ça qui devait arriver, c'est peut-être, je crois que dans la vie rien n'arrive pour rien d'une certaine façon, pas que tout est préétabli, mais tu sais, faut qu'on apprenne, qu'on grandisse comme personne, quoi que ce soit. Puis sûrement, je veux dire, faut voir du positif même dans le négatif. Puis je pense que effectivement, ça va me servir peut-être plus que si j'aurais fait 35 heures comme qu'on disait tantôt. Puis, exact. Puis ça reste que tout le monde qui fait ce sport-là, peu importe à quel niveau, peu importe à quelle distance, on n'est jamais à l'abri de tomber dans une période de surentraînement ou dans une période qu'on le fait pas pour les bonnes raisons. Puis des fois, il faut se recentrer là-dessus. Puis on en voit des gens qui ont fait de la compétition à un niveau extrême, peu importe que ce soit pour des finishes ou pour des podiums, puis qui maintenant, on les voit moins sur des lignes de départ pour plein de raisons, mais qui courent autant, mais pour les bonnes raisons, puis qui ont retrouvé, qui se sont recentrés sur pourquoi ils le font. T'sais. Puis au final, on le fait pour avoir du plaisir dans le bois. Là. Je veux dire, au nombre d'heures d'entraînement qu'on fait, on peut pas juste le faire pour les compétitions, parce que, mettons, des 100 000 ou des 100 kilos ou des 50 kilos, peu importe c'est quoi ton objectif, tu vas en faire 3, 4, 5, 6 si tu t'embarques dans des folies, mais ça reste que c'est pas beaucoup de jours dans le bois
avec un dossard versus le nombre de jours dans le bois pour le plaisir, pour l'entraînement. Il faut que ça soit plaisant. T'as tout fait raison. Le build-up est long. Je veux dire, c'est... Si t'apprécies pas le processus, puis c'est sûr que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Exact. Parce que en grosso modo, c'est comme 90% d'entraînement versus le dossard. Il faut prendre du plaisir dans le quotidien. Dans tout, dans la vie. Je veux dire, la vie est courte, puis il faut en profiter. Là. Écoute, c'est une discussion vraiment, vraiment le fun. Là. C'est enrichissant. C'est un beat que j'ai beaucoup aimé. Comme je t'avais dit, moi, j'avais senti dès les premières fois qu'on s'est parlé que tu avais une vibe qui, en tout cas, moi, que j'aime. Une approche du sport qui est saine maintenant à t'entendre, mais une approche aussi de la vie, tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de faire les comparaisons aux vies et tout, mais je sens que tu as ça aussi dans la vie, fait que j'espère que les gens de l'autre côté qui l'écoutent ressentent la même vibe que moi j'ai ressenti, mais beaucoup de plaisir à jaser avec toi, Guillaume. Plaisir partagé. On va changer le mot complètement, parce que moi je termine tout le temps avec les questions éclair NAC. C'est d'autant plus drôle de casser ce mot-là parce que là, on parle d'une course puis on parle d'introspection. Puis là, boum, on tombe dans la vitesse des réponses, des questions un peu niaiseuses avec des réponses rapides, mais je pense que ça va clore sur une belle note. Je vais sortir mon chrono. Je rappelle que c'est 10 questions avec 2 éléments en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Le record appartient à Yvan Lheureux en 10 secondes. Je pensais que ça allait être jamais battu et Martin Dagenet, il y a 2 semaines, a fait ça en 11 secondes. Tout près, fait que c'est un record qui est atteignable. Chez les femmes, je rappelle que c'est une triple égalité en tête. Joanie Desroches, Natacha Gagné, Mélodie Gilbert en 12 secondes. C'est très rapide. On va se préparer. Le chrono est prêt. Les questions sont prêtes. Tu nous dis quand t'es prêt. Go. Route ou trail? Trail. 100K ou 100 000? 100 000. Rock ou hip-hop? Rock. Bière ou vin? Bière. Question NAC, caramel ou vanille? Vanille. Sucre ou casquette? Casquette. QMT ou Bromont? Bromont. Des plus ou des moins? Des moins. Courmayeur ou Champex? Courmayeur. Valorcine ou Trian? Trian. 16 secondes. C'est mais rapide. J'ai menti. J'ai menti. Sur bière ou vin, clairement que je suis vin. J'aime quand même réfléchir à tes réponses, mais ouais, bière ou vin, je savais que t'es un gars qui trippe sur la cuisine. Oui. On en a parlé avant qu'on ouvre les micros. Je pense qu'au-delà de ton expérience de course, t'as aussi vécu une expérience culinaire, ce coup-ci en France, mais je pense que tu sembles avoir un intérêt pour ça aussi, puis je me suis dit bière ou vin, je vais le coincer avec ça parce que on a des bières de ligne d'arrivée, mais je le sais que t'es un gars qui aime la bonne bouffe et nécessairement le bon vin. Parle-moi de ton expérience de vin et de culinaire, ton expérience culinaire en fait en France pour cette course. Moi, j'ai passé par Lyon avant et après, puis c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Mm-hmm. Je veux dire, j'étais bien servi. La qualité des produits, l'exécution, quoi que ce soit, genre c'était magique là. Je veux dire, puis je m'étais fait conseiller des places par des Français que j'ai été mis en contact, là, qui restaient à Lyon à l'époque. Tu sais, des riz de veau à la morée, je veux dire, avec la sauce à la crème, genre foie gras, ainsi de suite. Puis la seule chose que, encore une fois, qui était plate vu que je voyageais seul, mais tu sais, souvent j'allais souper avec mon livre. Ouais. Un soir c'est cool, 2 soirs c'est cool, là, mais tu sais, au-delà, tu sais, de la course, de la faire seul, ça me dérangeait pas parce que c'était quand même solitaire en soi, mais tu sais, l'avant, l'après, avoir des conversations, parler de la bouffe, ou tu sais, t'es dans un autre pays, je veux dire, de voir les différences. Ouais. Tu sais, ça a été plus intéressant pour moi. Puis, je suis un grand amateur de vin. Puis, tu sais, moi, je vais aller faire des vignobles. Puis, tu sais, au sud, à Côte-du-Rhône, mais tu sais, t'as Côte-Rôtie, sud, qui est des vins d'exception. Puis, j'allais faire les vignobles. Mais là, tu sais, un moment, j'ai réalisé que les vignobles que je voulais aller faire, les tours passaient pas par là. Il fallait que je me loue une voiture. Je suis comme, OK, louer une voiture, boire beaucoup de vin. J'étais comme, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Post-course en plus. Puis pas dans ton pays en plus, là. Fait que, fait que là, moi, je fais, OK, je vais rester à Lyon, puis j'ai comme beaucoup marché, puis j'ai fait des terrasses, j'ai bu des verres de vin ici et là, fait les cavisses. J'ai ramené, genre, plein de bonnes bouteilles. Je me suis dit, tu sais, au lieu de payer dans la voiture, quoi que ce soit, je vais ramener plus de bouteilles. Puis je paye les douanes au final. Exact. Que j'ai pas payé parce que le douanier, on le salue. Il était très gentil. Fait que tu t'es ramené des belles bouteilles que tu vas pouvoir... Y a des trucs là-dedans que tu vas faire vieillir, tu vas attendre avant juste ça. C'est juste ça, OK. C'est des bouteilles que je vais ouvrir dans 10-15 ans. Là. OK. Fait que... Puis tu sais, j'ai mis des post-it dessus UTMB pour que je m'en souvienne. Là. Fait que tu sais, je veux dire, il va y avoir une valeur sentimentale que c'était pendant ce voyage-là, dans je pense, un des moments charnières de ma vie. Là, je veux dire que... Clairement qu'il y a, tu sais, dans ma ligne de vie, un étang genre UTMB, ce moment-là,
c'est sûr qu'il y a un changement, ça va prendre une tangente ou quoi que ce soit sur mes prochaines années. Ouais, ben, j'aime ça t'écouter, non seulement je trouve ça intéressant, mais non aussi je me rattache à ça aussi. Tu sais, j'ai l'impression moi aussi que il y a comme ce stamp-là que le jour que j'ai commencé à faire de la course en sentier, puis je me suis dit je vais faire des ultras, le seul objectif, ou en tout cas la ligne d'arrivée de ça était l'UTMB, la CCC, cet événement-là. Puis maintenant que c'est fait, il y a cette espèce de pivot-là dans mon parcours de course, puis je suis encore à me demander c'est quoi le next. Je sais qu'il va y avoir des next steps parce que j'aime ce sport-là, puis je le faisais pas juste pour aller finir une course de l'UTMB, mais ça reste que quand tous tes efforts ou tes énergies sont dirigés vers quelque chose, puis que ce quelque chose-là arrive, faut un temps pour décider ça va être quoi la prochaine grosse affaire, tu sais. Si il y a une prochaine grosse affaire, ça peut être plein de petites affaires. Aussi, mais tu sais, au final, moi, qu'est-ce que j'ai compris dans les dernières années pour moi, c'est juste d'avoir du plaisir et être heureux. Ouais. Je veux dire, puis c'est un peu ça de la vie en soi. Tu sais, je me rends compte, tu sais, quand mon père me disait quand j'étais jeune que tu vas voir quand tu vas être grand, la vie va vite, puis ainsi de suite, puis tu sais, comme enfant, on est tout le temps dans l'instant présent, puis jouer, puis tu sais, l'école finissait, puis c'était genre long l'été, là. Ouais. Puis tu sais, on a plus cette relation-là, puis tu sais, j'essaie de prendre beaucoup plus de temps pour moi, puis les gens que j'aime, ainsi de suite, puis de profiter du temps, là. Puis le temps, la vie va vite, quoi que ce soit, fait que tu sais, je viens aussi si je te donne de mon temps, mais je veux dire, pas que ça soit quantitatif, mais je veux dire, faut que ça soit de la qualité, là. Exact. Fait que les gens, tu sais, énergie négative, quoi que ce soit, j'essaie de moins m'entourer de ça, puis j'ai peut-être moins d'amis, moins de gens, mais si c'était dans ma vie, genre, je vais être là à 100%. Là. Ouais, c'est ça. Ah non, exact. C'est miser sur de la qualité plutôt que de la quantité dans tout, mais je pense que dans nos relations humaines, puis dans le temps qu'on investit, puis faut faire les choses pour les bonnes raisons, que ce soit les choix de course, que ce soit les choix de vie, que ce soit venir jaser pendant 1h30 dans un podcast. J'ose espérer que c'était qualitatif pour toi, mais je le sais que ça l'était pour moi et pour les gens qui écoutent, puis tu dis des choses qu'on a peut-être déjà entendues, mais des fois tu les fais rappeler, puis de les voir en exemple à travers toi, tes expériences, c'est super intéressant, super enrichissant, super inspirant. Puis, en tout cas, c'était une grande discussion de qualité. J'ai adoré mon moment. Nous, on va fermer les micros, mais je sais qu'on va continuer. Il reste encore un peu de café en plus. Il y a des pâtisseries que tu as amenées. Fait que, désolé les gens, vous ne verrez pas cette partie 2 de la discussion, mais la partie 1 devant le micro était super intéressante. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. C'est vraiment un privilège d'avoir partagé ça avec toi. Écoute, un privilège qui est partagé. À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.